Est-ce que t'es arrivé à te souvenir le moment où tu t'es dit ouais, faut que je vienne ici au moins tenter un petit truc quoi. Tiens, qu'est-ce que c'est dynamique, t'as envie en fait, d'un coup tu te dis waouh, c'est... Et puis ce petit vent de liberté qui est toujours là. On roule le soir sans casse si on a envie de rouler sans casse. Et du coup j'ai dit laisse-moi 24 heures pour réfléchir. Et... On aime bien manger, on aime bien boire comme un bon français quoi. C'était un grand rêve de mon père. Je parle pas khmer, je travaille pas avec les khmers, je découvre pas la culture. Et je me suis dit qu'est-ce que je fous là en fait. Les Australiens c'était carnage, il y avait des vomis dans chaque coin de la salle et tout, c'était un bordel. Moi chaque fois que je rentre en France ça me fait halluciner. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de monde en fait dans ce pays. Moi je vois maintenant que beaucoup de Khmers en fait ils portent des crocs, ça me vexe un peu. T'as déjà vu cette crocs flotter quand l'eau s'inonde ici? Je suis pas le seul à ne pas supporter les tongs. Ça sert plus rien d'espérer venir ici et de faire même 1000 balles. Hein. Les Khmers sont moins chers. Ok, donc maintenant, tout ce qui est stagiaire, sympa de les rencontrer au bar, par contre, je vais pas les inviter. C'est bon, tout le monde est prêt? C'est parti. Go. Bienvenue dans l'épisode 8 du Krama. Donc le deuxième épisode avec un invité. Comment allez-vous aujourd'hui les amis? Donc aujourd'hui on a Sophie comme d'habitude et Sébastien. Bah super, merci. Merci d'être venu, hein. Merci d'avoir accepté... Honoré de merci d'avoir accepté l'invitation. Donc tu es le deuxième de la liste de nos invités, on espère en avoir plus. Alors je vais juste commencer à faire l'intro, ensuite je vais passer la main à Sophie qui va leader ce podcast. Parce que Sopana doit partir. Oui, en plus c'est vrai. Donc je vais présenter brièvement l'invité. Donc pour mettre le contexte, donc c'est Sébastien. Bon, vous allez apprendre à le connaître pendant le podcast. Et pour donner un peu de contexte, on est amis depuis environ 10 ans. On s'est connus au Cambodge, donc on se connaît très très bien. Voilà, on se voit presque toutes les semaines. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis ravi qu'il ait accepté de venir nous rejoindre dans le podcast. Alors aujourd'hui, on a décidé d'inviter Seb parce que son profil est vachement intéressant par rapport au sujet qu'on aime développer. Donc Seb, vous allez apprendre à le découvrir, mais je vais donner un petit teaser. Donc c'est un, c'est un Français de France, installé au Cambodge depuis 10 ans. Pardon. Père de famille, entrepreneur, etc. Donc Sophie, je te laisse prendre la main pour... D'accord, bah allez, c'est parti. Ouais. Alors bah... Bonjour, Seb. Salut Sophie. Bonjour, même si on s'est vu il y a jour. Oui, c'est vrai. Oui, ça mettra un peu de mise en scène. De cadre. Ouais, bah du coup, on va parler un peu de ton arrivée au Cambodge. T'es arrivé en quelle année? Je suis arrivé en 2013, septembre, il y a 10 ans, pile. Ah ouais, t'as fait tes 10 ans d'anniversaire au Cambodge? Ouais, ça y est. Et nous, on s'est connus depuis tout ce temps-là? Bah, on s'est connus la première année, ouais, 2014, quoi. Ça fait 9 ans qu'on se connaît bien, ouais. Et en fait, Sophie, toi, tu le connais moins, par contre. Je pense que vous vous êtes rencontrés très récemment, non? Un peu moins, ouais. Je t'ai connu par Sopana. Ouais, par Sopana, mais on s'est vu aussi. Ça fait 4-5 ans qu'on se voit de temps en temps, à travers, effectivement, toi, souvent. Bah, je venais déjà au premier bouchon, du coup, exact. Quand il était encore à côté de Palais Royal. Ouais, c'est ça. En face de Limawari, ouais. Ça monte à longtemps, ça. D'ailleurs, c'est marrant parce que vous avez réussi à reproduire exactement le même setup entre le premier et le deuxième. Enfin, c'est l'impression que j'ai. Est-ce que je me trompe? Bah, le bar a été pris d'un côté et remis de l'autre côté. Donc, pour le coup, quand tu rentres à l'intérieur de la salle, c'est différent parce que tu viens dans une maison coloniale maintenant. Donc, tu as une vraie entrée, un extérieur, etc. Ce qui n'était pas le cas. Mais quand tu rentres, tu as vraiment le même bar en U comme ça. Et du coup, tu as une vraie impression. Et c'était voulu de retrouver l'ancien bouchon. Et du coup, tu fais ça avec ton frère Cédric, c'est ça? Ouais, Cédric. Et vous avez commencé en quelle année à faire le bouchon? Cédric, il a commencé, donc c'est lui l'initiateur du projet. Donc le bouchon, c'est un bar à vin. Ça a démarré en étant qu'un bar à vin. Donc on est en 2009. Ah ouais, en 2009? Ouais, 2009, c'est les prémices. Je crois que c'est ouvert vraiment au public en 2010, du coup. Et en fait, peine en 2010, comptait 5-6 bars, cocktails, vin, pas plus. Le reste, c'était un peu de restaurant et basta, quoi. C'était aussi de la nourriture lyonnaise, non, à l'époque? Bah non, pas tellement. Beaucoup nous l'ont dit, ouais, parce qu'on avait une influence, mine de rien, il y avait pas mal de Lyonnais et de franco-commerces qui venaient de Lyon. Et du coup, ça a souvent été associé à la bouffe lyonnaise, alors que non, pas tellement. Mais effectivement, la bouffe a commencé par la charcuterie. Pas tellement ou pas du tout? Non, en fait, pas du tout. Nous on vient de Lille, on connaît pas la bouffe lyonnaise. Non, mais moi aussi, j'ai un peu cette image de la bouffe lyonnaise, alors que... Mais en fait, l'endroit ressemble à un bouchon lyonnais. Ah oui, d'accord. Et le nom s'appelle Bouchon. L'endroit... Ah oui, c'est vrai que ça fait penser à bouchon lyonnais. Ah oui, on dirait un bouchon lyonnais. Au début, on servait que de la charcuterie, du fromage. Et donc, forcément, les gens ont un petit peu associé à Lyon. Mais nous, on ne connaît pas du tout la région lyonnaise,
la nourriture en particulier qui vient de là-bas. Et toi, du coup, dans ce projet, c'est quoi ton rôle, du coup, depuis le début ? Mon rôle depuis le début, c'est... déjà, c'était au début de venir en aide à mon frère. Donc, il y a eu 2 étapes. Il y a eu l'ancien bouchon et le nouveau. L'ancien bouchon, j'étais pas partenaire du tout. C'est Cédric qui est initiateur du projet qui crée le bouchon. Moi, c'était forcément mon lieu de soirée. Et à l'époque, encore une fois, je le répète, il y avait 5 autres bars, quoi. Le bar à cocktail qui existait avant le bouchon, c'était le métro sur Riverside. Je me souviens d'avoir fait l'ouverture en 2008 du métro sur Riverside ou quelque chose comme ça. Seul bar à cocktail de la ville. Après, il y avait c'est quand on sortait au River House. Oui. Parce que vous vous souvenez de l'époque du River House, mais c'était la boîte de nuit. Le pontoon était sur l'eau. Moi, j'ai pas connu ça. Moi, je l'ai connu, ça. C'était avant 2011, je pense. J'ai pas connu, moi. C'est en quelle année qu'il a coulé, du coup, le pontoon ? Je dirais que c'est... l'installation, vous le connaissez depuis quand, vous, le pontoon ? Je pense 2011. Je pense que ça doit être 2010 qui s'est installé, en dur. Mais il a coulé dans le sens propre du terme. Enfin, c'était une boîte bateau. Ouais. Et il y a quelques photos, je crois. Mais je me demande si c'est arrivé pendant une soirée, tu sais, où je sais pas, c'est quoi la vraie histoire derrière ça. T'imagines, t'es en soirée, puis t'as le bateau qui coule, c'est flippant. Quoi. Il a fait 2 emplacements, je crois, sur Riverside. À un moment, il était en face du River House, justement, et puis après, il était... Mais c'était petit, non, du coup ? Il était vers le bac. C'était petit. En tout cas, par rapport au pontoon actuel, c'est sûr que c'était petit. Mais c'était pas du tout une boîte, c'était un bar. Ah, c'était un bar sur l'eau, tu fumais des cigares, t'étais en extérieur et tout, c'était hyper chill. Et il y avait un DJ qui était là, à comparaison d'aujourd'hui, ce serait le Oscar, tu vois, Oscar le samedi soir, qui a toujours des DJ mais toi, t'as connu cette nightlife, du coup... Quand je suis venu visiter mon frère ici en 2007. 2007 ou 2008, je suis resté 3 mois. J'ai fait mon stage de... mon stage de fin de lycée, un truc comme ça. Ouais. Non, parce que moi, j'ai commencé à connaître la nightlife en 2011-2012, mais celle d'avant, j'ignorais totalement. Donc, toi, ça veut dire que... Ah oui, tu commençais à faire déjà des allers-retours en 2007. J'ai passé 3 mois ici en 2007 et je suis revenu... T'avais 18 ans. J'avais 20 ans, je suis de 87. Ah, t'es 87, ok. Donc j'avais 20 ans. Oh là là. Et là, clairement, on sortait dans les karaokés. Le River House, c'était l'endroit un peu hype. Et puis, c'est tout. Sinon, les bars, c'était des bars à l'ancienne. T'avais quand même des trucs iconiques qui ont résisté jusqu'à aujourd'hui ou pas ? Genre... River House. Ouais, River House. Bon, vous êtes devenu... Est-ce qu'on peut dire que vous êtes iconique maintenant ? Ouais, je pense à l'image du métro. Tu vois, à travers entre guillemets, plus que survivre, ça fait 15 ans du coup, grosso modo. On a fait partie des 5 premiers bars à cocktail et aujourd'hui on fait partie des 150 bars à cocktail, si c'est pas 200. Ce qui est c'est impressionnant, tu vois, d'avoir tenu le cap à travers les âges à Phnom Penh. On a dû d'ailleurs modifier un petit peu le concept et c'est pour ça qu'on est passé restauration. Aujourd'hui, on est plus un restaurant qu'un bar et on est restauration française, bar à vin. D'ailleurs, moi j'ai connu le bouchon en 2013, je crois. Moi, je suis commencé à venir que à partir de quand je t'ai connu, je crois. Mais parce qu'il y avait le fameux poulet rôti à l'époque. Ouais. Ça, c'était une grosse milestone. Ça, c'est quand on avait commencé la restauration, avec des choses simples. La rôtisserie. Tu le vois, le poulet. Ouais, tu le vois, c'est à gauche. Tu le sens. Tu le sens et c'est alléchant avec les petits légumes qui cuisinent en bas. Et puis il y a cette question de rareté aussi. Ouais, c'est ça, parce que tu sais, moi je l'ai regardé, oui, il en reste 2. Ouais. Je le réserve. Mais moi, souvent, je t'avais envoyé des messages pour les booker, parce qu'il fallait les booker en avance. Ouais, c'était chouette, ouais. Et là, on était en 2013, ouais. Puis c'était des bons bouchons, et c'était des sacrées soirées aussi en 2013. C'était des soirées incroyables. On avait, en fait, il y avait une population qu'on a beaucoup moins aujourd'hui, voire, ou alors elle est très diluée, mais c'était les Australiens. Ah ouais. Et on avait ce samedi soir, on faisait les martinis. Il faut peut-être rappeler un petit peu ce que c'est le cocktail, le martini. C'est pas l'alcool qui s'appelle martini avec l'étiquette. Le martini, c'est le verre évasé comme ça, et c'est soit base de gin, soit base de vodka. C'est la définition du martini. Ouais. On est d'accord. Le martini, c'est James Bond. Ouais, c'est ça. Mais parce qu'en France, les gens, tu dis martini, eux, c'est martini rosso, martini bianco et martini je sais pas quoi. Pas du tout. Negro, non, je sais plus. Ouais. Mais en fait, moi, en arrivant ici, c'est grâce au bouchon, j'ai compris que c'était pas du tout ça le martini. Il y a la marque et il y a le cocktail. Ouais. C'est comme scotch et ruban adhésif en fait. Ouais. Et du coup, le martini est très anglo-saxon. Le cocktail est très anglo-saxon en fait. Okay. Donc ils adorent ça en Angleterre, ils adorent ça en Australie, ils adorent ça aux États-Unis. Mais en France, on n'est pas très cocktail. La définition, c'est un verre évasé. Donc c'est le verre évasé. Ça, c'est le martini. Ça, c'est le verre à martini. C'est le verre à martini. Et la base, c'est soit du gin, soit de la vodka. Et en mixeur avec... Et en mixeur, donc soit à la James Bond avec 3 olives, et après soit tu le shakes, soit tu le stires, donc à la cuillère. Soit il est dur à boire celui-là.
Et après, t'en fais ce que tu veux. Dedans, tu peux mettre ce que tu veux. D'où l'expresso martini, par exemple, qui est fait avec du café, etc. Toutes les déclinaisons que vous avez, l'expresso martini. L'expresso martini, c'est de la vodka ou du gin, c'est pas du martini du coup. Enfin, ah non, il y a zéro. Ah, tu savais pas? Non, je sais. Mais attends, ça fait 10 ans que tu Base de martini, c'est vodka, gin. Souvent, on y rajoute du triple sec aussi. Qui est lui un petit peu sucré, qui rajoute un peu d'arôme, et derrière tu mets ce que tu veux. Si tu veux faire passion fruit, tu mets du fruit de la passion à l'intérieur, tu check. Et non, c'est un cocktail qui est traître du coup. Parce que non, mais je savais que vous faisiez des martinis avec de la vodka et tout, mais je savais pas que l'expresso martini n'était pas du martini en fait. Ah non, pas de martini. Ah, ça aurait été du martini quoi? Parce que c'est vrai. Le blanc, il n'y a aucun martini qui... Et du coup, ça rentre pas dans la même... on va dire, je sais pas, timeline que les martinis avec des bouts d'olive dedans, les dirty martini. Ça c'est encore autre chose ou non, dirty martini, c'est un martini. D'accord, mais il y a du martini ou c'est autre chose? Ah non, il y a en pas fait, de martini. En fait, nous, il y a que les Français, je crois, qui connaissent ce martini comme étant le truc. Tout à fait. Ouais. Et la marque Martini, du coup, quand on demande un martini... tu demandes un martini en France, si c'est pas un bar à cocktail, il va te servir un verre de... Il va te demander martini blanc, martini rosso, et il va te servir un verre de martini. Ce qui est pas mauvais d'ailleurs en soi. Ce qui est pas mauvais. Ouais, moi, tu mets quelques glaçons, tu te bois ça, c'est sympa. Ouais. Ouais. Ah, quand j'étais jeune, j'aimais bien le martini. Ouais. Mais c'est la différence entre les Français qui sont pas cocktails, ouais. plus aujourd'hui, mais ouais. pas il y a 10 ans, et les anglo-saxons qui, eux, sont très cocktails, et un martini, pour eux, c'est un cocktail. D'accord. Fait à base de vodka ou de gin. Ouais. Mais genre en 2008, vous serviez déjà des martinis ou... Et on servait des martinis, c'est Stan, notre manager, qui lui a fait... Il était là en 2008 là? Ah oui, c'est lui qui a ouvert le... Enfin, en 2010, 2010 l'ouverture. Et c'est lui qui a fait l'ouverture, c'était le general manager. Ouais. Et lui a passé près de 15 ans à Londres. Ouais. Et donc, il a travaillé aussi en restauration, il a travaillé dans la musique, etc. Mais il a travaillé en restauration et c'est lui qui a rapporté ce côté cocktail que nous, on ne connaissait pas. Vous, c'était très vin au début, c'est ça? Ouais, c'était uniquement vin. Ouais. Et puis après, on s'est dit, tiens, ce serait sympa de mettre quelques cocktails. Donc, on était là, vas-y, Mojito, Caipirinha, enfin les trucs classiques qu'on boit dans le sud, en été, en France. Mais, ouais, les cocktails un peu... Mais pas du tout les cocktails. C'est Stan qui a dit, Martini, vous ne connaissez pas. On a goûté et on s'est dit, c'est méga, on peut le décliner. C'est génial. Tu peux le décliner à l'infini. Franchement, les martini passion et tout comme c'est trop bon. Et du coup, les martinis, le samedi soir, il y avait un... passé à moitié prix. Ouais, c'est ça. $2,50 le ouais, je me souviens. Aujourd'hui, il n'y a plus. Non, non, vous l'avez pas. Vous avez fait exceptionnellement des soirées martini? On en fait de temps en temps, mais on a arrêté parce que les coûts ont augmenté, etc. Donc on peut plus faire la même chose. Par contre, on reste à un prix raisonnable sur le martini. On est en majeure partie sur la moitié des martinis, on va être à $5 et un peu plus sur les martinis spéciaux. Mais du coup, à $2,50, on avait toute la communauté australienne le samedi. Et là, ça a envoyé du martini. Mais là, ils viennent plus les Australiens du coup? Non, tu dis que tu as l'impression que tu les vois. Moi, j'en vois plus. L'Australien a disparu de la carte. Parce que même quand on a continué à $2,50, à partir de 2016, 2017, nos soirées du samedi soir, c'était plus des Australiens. Tu le voyais à l'ambiance, hein. C'était plus la même ambiance, quoi. Les Australiens, c'était carnage, il y avait des vomis dans chaque coin de la salle et tout, c'était un bordel. Il y a peut-être un nouveau concept à inventer, à relancer, je sais pas. Et du coup, tu penses que... parce que là, ça fait quoi? Ça fait plus de 15 ans que vous êtes ouvert. Est-ce que le secret de la longévité, c'est d'avoir un savoir-faire un peu deep dans un domaine, tu penses? Il en faut. Après, tu peux l'acquérir à travers les années. Je veux dire, nous, on vient pas du monde du vin, on vient pas du monde de la restauration non plus. Non, Cédric, il n'avait pas d'expérience auparavant. Non, du tout. Du tout, c'était un grand rêve de mon père. Nous, on est des bons mangeurs, on est des bons profiteurs, on aime bien manger, on aime bien boire comme un bon Français, quoi. Vous produisez, donc ça donne quand même... Enfin, vous êtes un peu skill in the game dans le business. Bien sûr, et après, tu apprends au fur et à mesure, ça c'est une Mais après, évidence. il y avait quand même... Stan, il avait un peu de savoir-faire. Par contre, Stan, le general manager, avait beaucoup de savoir-faire déjà au niveau du service, de la gestion d'équipe, etc. Pour un bar, pour du food and beverage, et aussi effectivement dans les cocktails et dans un espèce de concept de soirée. Après, il faut un bon chef aussi. Parce que vous avez vous avez bien augmenté en termes de en nourriture. Ouais. Mais en fait, la longévité, c'est ça. Il faut tout le temps. Donc, on a besoin d'acquérir des compétences, mais il faut aussi et surtout, au Cambodge, je parle vraiment du Cambodge, toujours se réinventer. Donc se dire, s'il y a une baisse quelque part, comment on peut venir à la contraire, récupérer des clients. Si on a une base de clients qui est bien mais pas suffisante, comment on peut en attirer d'autres.
Et du coup, il faut toujours se battre. Le Cambodge, moi, chaque fois que je rentre en France, ça me fait halluciner. Je vois les bars et les restos pleins. 15 ans que je connais le bar, il n'a pas changé sa carte d'un iota. C'est toujours les mêmes plats en France. Ouais. Ici, tu es obligé de te renouveler tout le temps. Comment ça se fait du coup, tu dirais que c'est à cause de quoi? Parce qu'il y a une question de marché aussi. On n'est pas suffisamment au Cambodge pour nourrir tous ces bars et restos qui ont ouvert. Donc, il faut toujours attirer plus, faire des événements. Il y a pas trop. Il y a beaucoup d'offres. Voilà, il y a pas assez de demandes. Beaucoup d'offres, pas assez de demandes. Si tu te bases sur le tourisme, t'es mort. Hein. Tu as vu toi-même plusieurs bars, restos fermés qui étaient là. On va tirer du touriste et tout. Ouais, c'est trop risqué. Ça dégage. Et du coup, faut toujours se battre, faut toujours faire des événements. Je peux dire que quand des Français découvrent le bouchon, ils sont là. Concert tous les mercredis. Ouais, ça va, c'est ouf ça. Ouais. Concert tous les vendredis. Ils hallucinent. Ils disent putain, en France, ça n'existe plus. Ah bon? Ça existe que très peu. Maintenant, c'est dans les cabarets, dans des salles qui sont dans des caves bien insonorisées, etc. Ah oui, tandis que vous, c'est vraiment régulièrement. Tu dépasses 70 décibels en extérieur en France, on te fait fermer ton bar. Ouais. Donc ça n'existe plus. Tu sors avec ton verre, il y a oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est insupportable. Ici, on peut, il n'y a pas de problème. C'est ça. Mais parce que c'est vrai que, vous avez une longévité de malade au bouchon. Parce qu'au début, vous vous êtes positionné sur bar à vin. Au début, c'était vin. Il y avait pas de bar à vin à proprement dit. Donc vous importiez des... Nous-mêmes. Ouais. Donc c'est nos références qu'on sélectionne. C'était méga niche, en 2008-2010. C'était méga niche, mais c'est pour ça que ça a démarré tout de suite. Donc vraiment vin. Ensuite, il s'est passé que les gens venaient boire un coup chez nous, une bouteille à 2, 3 comme ça, puis à 20h, 20h30, ils disaient bon, on a faim, on va bouffer ailleurs. Vous avez implémenté et du coup, on a implémenté petit à petit la nourriture, donc des planches au début, des plats simples, un poulet rôti. Donc vous avez amélioré vite votre puis ensuite, on a eu de plus en plus de demandes sur la nourriture, et puis on a vu que du coup, les gens venaient faire toute leur soirée au bouchon. Mais vous avez toujours des irréductibles clients qui sont vos clients depuis... J'imagine à l'époque, il y avait des gros oknias, des grosses têtes qui venaient chez vous. Eh ben, pas tellement, parce qu'on n'a jamais eu ces salles privées. Les oknias, ils cherchent la salle privée, ils cherchent à être... intimistes entre eux, etc. C'est pas trop le délire du bouchon, quoi. Vous, c'est plus vraiment restaurant. Nous, il faut qu'il y ait du bruit, du brouhaha, il faut qu'on puisse se voir, se parler, se rencontrer. Vous cherchez pas l'ambiance d'exclusivité pas du tout. Un peu chic. Non, parce que le but, c'est de pas s'emmerder non plus pour nous en tant que patron, quoi. Il faut qu'on soit excité par le projet, il faut qu'on soit excité par l'ambiance. C'est essentiel. Du coup, on est toujours allé sur des concepts qui nous plaisent aussi, et pas que des concepts pour faire du pognon, en fait. Ouais. Ce que je peux voir, c'est que contrairement justement à ce que tu disais dans les boîtes asiates où c'est très privatif, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est peut-être un truc où les gens peut-être se mélangent un peu plus. Ouais. Et c'est peut-être pour ça que ça marche, parce que c'est pas trop favorisé en fait ce truc-là en Asie. En Asie, ouais, c'est vrai que tout le monde veut se sentir, je sais pas, important avec son petit truc VIP. Ouais. Etc. Tandis qu'au bouchon, c'est bonne franquette, quoi. Même au resto japonais, je veux dire, on est dans des petites cases, dans des petites cahutes avec des barrières en bois et tout. Ça fait trop, je trouve certains restos japonais, ça fait un peu trop. Moi, j'aime bien quand même voir qu'il y a un peu d'ambiance dans le lieu. Ouais, en tout cas, un des derniers trucs, enfin, c'est pas nouveau, mais les concerts Khmer le vendredi soir, c'est relativement nouveau, effectivement. Alors, on a ouais, c'est une petite année, un petit peu plus. Ouais, je dirais 2 ans à peu près. Ah, 2 ans quand même, ok. Ouais, mais j'y suis passé vendredi dernier, c'était blindé, quoi. C'est un super boom. C'est un super boom pour le bouchon. En fait, on a réalisé aussi que l'après-Covid, pendant et après Covid, on a perdu une masse d'expatriés énorme. Et c'est là où on a commencé à se dire, si tous les ans, on doit commencer à aller rechercher les nouveaux expatriés parce qu'il y a ceux qui partent, etc. Donc de se refaire une nouvelle customer base et de faire en sorte qu'ils viennent et qu'ils accrochent et qu'ils reviennent, on se dit, alors déjà qu'on se bat tout le temps, mais alors là, si on doit se battre tous les ans en septembre pour accueillir les nouveaux, les faire venir chez nous, etc., c'est trop. Donc à un moment, il va falloir qu'on ait les consommateurs locaux, donc les Cambodgiens qui viennent de plus en plus chez nous et que eux deviennent nos regular customers, nos customers de tous les jours, nos clients de tous les jours, et qu'après, l'expatrié qui est là pour 1 an, 2 ans en mission, etc., puisse, et puis les anciens nous connaissent de toute façon. Donc, mais tu peux juste rappeler, donc votre idée, c'était du coup d'avoir un concert c'est un live band, mais... un live band Khmer. À l'old school un peu. Exactement, on est un peu années 70, 80. Ce qui va bien avec le lieu, en plus. Ce qui va super bien avec le lieu. Pour remettre le contexte, c'est une petite villa coloniale, une petite maison coloniale, le bouchon, quoi.
Tout à fait. Et du coup, le but était de se dire, on va attirer, pourquoi pas les Khmers de pareil, tu vois, 50 ans, qui ont eu cette petite image des années 80, qui dansaient, etc. Et en fait, c'était tout l'inverse, c'est que des jeunes. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai plein de potes Khmer sur mes réseaux sociaux qui se taguent au bouchon, donc je m'attendais pas à ce qu'ils aillent au bouchon. En fait, ils adorent. C'est de la musique Khmer comme ils veulent, c'est pas du rap Khmer, c'est la musique d'entente qui se danse bien. Où tu fais des petits gestes d'Apsara, de trucs et tout, et ils dansent en rond, c'est exceptionnel. J'adore. Ouais. Je pense aussi c'est parce que le son doit être bon, parce que tu sais, dans les endroits Khmer, souvent c'est très très bruyant et tu passes pas un et bon le live band est bon aussi. Ouais, est-ce que c'est le même, est-ce qu'il change toutes les semaines ou ça se passe Parfois il y a des intervenants. Ouais. Parfois, sans avoir d'intervenant, il y a des Khmers qui prennent le micro. Normalement, ça part en karaoké et tout. Mais il faut savoir que les Cambodgiens chantent très bien. Les Cambodgiens, tous les Cambodgiens que je connaisse, ils savent chanter, je sais Exactement. pas pourquoi. Du coup, en fait, à un moment, le micro passe et ça déconne jamais. T'as pas les gens qui disent « Oh tiens, non, d'un coup, ça chante moins bien. » Non, parce que les gens chantent très bien et c'est surtout les musiciens qui sont très bons dans ce setup de band. Et non, ça change pas, à part quelques intervenants. Commence à être connu ce band, ils font leur il y a un band un peu connu qui vient. Ouais. Ah d'accord, avec des guests. Ouais. Ah ok. Et il s'appelle comment? Tu veux donner le nom ou pas? Non. Ouais, je regarde. C'est un nom Khmer. On va se voir, on mettra. Ouais, voilà. On mettra le. En tout cas, si vous êtes intéressé pour manger de la bonne nourriture dans un bel endroit avec de la musique un peu traditionnelle Khmer à l'ancienne, le bouchon c'est au top. Le vendredi. Avec un bon poulet. Ouais. Il y a encore le poulet rôti? Ouais, il y a encore le poulet rôti. Ouais. Et j'avais une question par rapport au vin et tout ça. Le staff Khmer, vous l'avez formé sur le vin? Ouais. Ça s'est bien passé? On l'a formé, on continue à le former, mais en fait, pareil, à l'image de notre management, on essaye d'avoir une équipe qui reste en place pendant un moment, et on a eu des choses que peu ont eu, je pense. Déjà, on a Vorlek, qui est notre staff derrière le bar, qui elle fait les cocktails depuis le début, elle est là depuis 10 ans. C'est vraiment une des toutes premières, elle a vécu les 2 endroits, etc. Et ensuite, sur le reste, on a des staffs qui sont partis pour aller voir autre chose et sont revenus. Et ça, c'est des choses exceptionnelles. On les a bien sûr laissés partir. On comprend très bien que tu as envie de voir d'autres choses et c'est naturel. Si tu as envie de revenir un jour, n'hésite pas. Sois pas braqué sur le fait que ta décision peut nous avoir fait peur et nous dire que, voilà, vexer et se dire que non, on ne te reprendra pas. Et il y en a plusieurs qui nous ont rappelé en disant « Ah non, en fait, ça se passe pas très bien, je suis très bien chez vous, est-ce que je peux revenir ?» C'est vrai qu'on voit souvent les mêmes têtes au bouchon. Ça fait partie aussi de ce qu'aime la clientèle, de pouvoir... Ouais, c'est agréable de voir toujours les mêmes personnes. Voilà, et puis d'avoir une connexion avec les staffs. Et ils sont très sympas. Et nos staffs les appellent par leur nom, connaissent justement leur vin préféré. Ah ouais? Ouais, leur plat et leur vin préféré. Donc voilà, il y a cette proposition qui est là. Et puis on a notamment une des staffs qui a un petit peu plus anger sur l'apprentissage du vin, donc il y a un peu plus d'envie sur connaître un petit peu plus les cépages, etc. Donc on l'a amenée en formation. Et aujourd'hui, elle s'est proposée par rapport à ce que va manger le client, quel type de vin. Ah oui. Ah ouais, ça va jusqu'à là. Ouais, elle va pouvoir te sortir 4-5 vins en fonction du prix. T'indiques ce que tu manges, ce que tu aimes aussi, tu vois, parce qu'il y a des gens qui mangeraient une bouteille de rouge, qui boiraient une bouteille de rouge avec un dessert, tu vois. Chacun fait comme il veut, je veux dire, pas de problème avec ça. Mais leur envie, ce qu'ils mangent, et la gamme de prix, et puis elle sait te sortir. Quand tu dis l'envoyer en training, c'était chez nous, mais en training chez nous, mais du coup, il a fallu prendre du temps avec elle. Ouais, bien sûr. Former, etc. Et c'est qui l'expert vin? C'est Cédric. Ah ouais. Et vous avez plus de manager en ce moment, non? C'est notre chef. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, Bertrand est passé manager. Donc pareil, lui, on a fait un gros travail avec lui parce que c'est là où tu te rends compte aussi que même avec des staffs français, t'as aussi des soucis. Donc Bertrand est un chef qui a fait 15 ans de pratique en France. Il a aussi bien fait de la saison dans le sud, en montagne, etc. Il était aussi chef privé pour un riche russe à Paris. Et il nous a été proposé, envoyé ici. Il a un de ses meilleurs potes qui habite ici depuis 20 ans. Et du coup, il nous a été recommandé, on l'a accueilli. Super au niveau de la qualité de son travail, etc. Par contre, il était vraiment assez dur. Comme il était chef privé sur les 5 dernières années, il était assez dur à adapter avec une équipe en plus. Chef privé, c'est qu'il allait bosser chez les gens. Il bossait chez un riche russe. Et puis les menus,
c'était un peu au jour le jour. Ce soir, je reçois 50 personnes, faut que tu prévois. Ah, d'accord, etc. Et il faisait tout seul. Okay. Et du coup, il a eu un peu de temps d'adaptation pour travailler en équipe, notamment. Et puis derrière aussi se sortir de la cuisine. Parce que quand t'es chef, t'es plus la tête dans les plats toujours. Tu es obligé de sortir de ta cuisine, tu vérifies ce qui sort, mais tu regardes aussi ce que tes clients font comme tête quand ils dégustent. Tu vas leur parler, tu vas leur demander si tout va bien. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un étoilé en France, par exemple, mais tu vois le chef, il a la sortie du passe-plat, et puis il vient faire obligatoirement un tour des tables. Non, mais il vient faire un tour des tables, il vient de saluer. Bah, quand j'ai fait, il y avait des fois, il y a des chefs étoilés de France qui viennent proposer des dîners en featuring avec un restaurant local. Enfin, le van, j'ai déjà fait des trucs comme ça. Effectivement, le chef passe pour demander des feedbacks. C'est super cool. Ouais. Et du coup, il a fallu sortir de sa cuisine. Ça nous a pris 4 ans. On lui faisait des menaces en disant on va te menotter un moment parce que c'est pas possible. T'es toujours les mains dans tes plats, etc. Ils sont pas méga introvertis en général. Ils sont en général, oui. C'est des techniciens. C'est des techniciens en fait, c'est ça. C'est comme des geeks mais de la cuisine quoi. D'ailleurs, l'ami de Bertrand dont tu parles, c'était à son restaurant que je suis allé. Enfin, il était chef. Chez Nico. Et pareil, il y a un moment là, l'organisatrice de la soirée lui dit bon bah. Pas bien parler de ce que tu as proposé, les idées de tes plats, ta crête. Il voulait trop. Ça se voyait qu'il avait trop pas envie de se montrer. Par contre, c'était magnifique ce qu'on a mangé. Moi, je suis là, il devrait être trop fier, sortir de la cuisine et un peu se la péter. Tu vois. Il était méga, lui, il est méga réservé, etc. Super modeste. Hein. C'est moins le cas de Bertrand. Ouais. Mais, oui, Bertrand, il n'est pas du tout timide. Mais effectivement, à un moment, on a réussi à le sortir. Et puis, en fait, il adore cette relation clientèle. Mais il a découvert qu'il adorait la relation clientèle. Et depuis, on a dit, bon, écoute, on a perdu notre ancien manager, on a eu du mal à retrouver d'autres managers. Et du coup, on a dit, tiens, est-ce que ça t'intéresse d'avoir les 2 cartes et de passer manager et il y avait du monde vendredi, mais j'ai réussi à l'attraper. Enfin, il est passé me voir. Il est passé me voir, forcément. Ah d'accord, c'est lui le manager. Ouais. Donc il est chef et il manage aussi tout le... Tout à fait. Enfin, tout le staff ou juste le staff de la cuisine? Non, tout le staff. On est là aussi, hein, on est participatif, hein, on n'est pas là juste pour ouvrir des bouteilles. Donc on est là, Cédric manage le staff lui en général, il résout les problèmes. Moi je suis là aussi en appui derrière. Et puis sinon, au jour le jour, Bertrand va effectivement manager les équipes. C'était quoi vos plus gros challenges, toute l'équipe, vis-à-vis des employés Khmer, les plus gros challenges auxquels vous avez fait face? Les plus gros challenges, c'est... En amont, c'est le recrutement, trouver les bonnes personnes et d'arriver à les garder, en fait. Ouais. Parce que ça, c'est un sujet aussi... C'est un problème aussi, hein, au Cambodge. Tu donnes entre guillemets 20 balles de plus, ils vont voir ailleurs. En fait, c'est un sujet au Cambodge qu'on ne connaît pas en France. Parce qu'ici, encore aujourd'hui, on est au plein emploi. Ouais. Et du coup, les gens bougent effectivement pour 20 balles ou pour des avantages différents. Ou alors, justement, ils restent et ils ne bougent pas pour 20 balles s'ils se sentent bien dans un environnement sain. C'est ce que vous avez essayé de créer. Est-ce qu'on essaie de créer, que ce soit moi aussi avec Embo, c'était mon plus gros challenge. Mais effectivement, c'est ce qu'on crée, c'est une ambiance avant tout, être à l'écoute sur une structure qui est mine de rien familiale. Au Bouchon, on doit être une trentaine de personnes. Ah ouais, quand même. Une trentaine de personnes, ça reste qu'une grosse famille en fait. Tu pensais que vous étiez beaucoup moins. J'aurais dit entre 15 ans. Non, ça va vite hein, quand tu es ouvert. Quand tu es ouvert sur du 16h minuit, 6 jours sur 7, tu as plusieurs shifts. Mais je trouve que ça se voit quand tu vas au Bouchon, qu'il y a cette petite ambiance familiale. Enfin, tu sais, tu vois que les staffs sont contents en fait. Ça se ressent. Ouais. Bah, après, moi je viens très souvent. Mais ça se voit qu'ils sont contents, ouais. En fait, ça se voit qu'ils sont contents de servir ce qu'ils servent. En fait, tu vas dans des endroits, des fois, tu sens que c'est des bots, quoi. Ils sont là juste pour... Des robots. Ouais, ils sont là, c'est clair. Ils font ce qu'ils font à faire et puis c'est tout. Puis il y a un gros point, c'est l'évolution dans le travail aussi. Donc c'est de les monter. T'arrives à les motiver pour qu'ils se surpassent, pour qu'ils évoluent? Pas tous. Nous, avec Cédric, on a un indice d'enseignabilité. Ouais. Donc, est-ce qu'ils vont être enseignables ou pas? Est-ce qu'ils ont envie d'apprendre? Est-ce qu'ils ont envie de se lever? Et on a des runners qui sont restés runners. Donc, runners, c'est ceux qui prennent les plats, les ramènent en cuisine. Et eux, ça fait 5 ans qu'ils sont chez nous, ils n'ont pas bougé de runner. Et t'en as qui ont commencé runner et qui sont aujourd'hui chefs de salle. Ah oui. Comment tu mesures justement cette enseignabilité? Est-ce que c'est un truc au feeling ou c'est un truc... Non, c'est pas au feeling. Il y a des critères, mais déjà tu le sens tout de suite. Si quelqu'un est attentif à ce qu'il fait, s'il a envie de s'améliorer, s'il vient te poser des questions, s'il vient demander plus que ce qu'on lui demande de faire,
tout de suite, tu sais sur qui tu te bases. C'est l'attitude vis-à-vis de... L'attitude, tout simplement. Mais pour ça, il faut être présent. Donc, il faut être un patron présent, il faut être un patron à l'écoute. C'est généralement assez peu, sauf si tu questionnes, sauf si tu échelonnes beaucoup ta société, que tu questionnes beaucoup ton manager, et que tu dis à ton manager, bon, sur qui on peut compter, qui on peut monter à cette place-là, si dans 2 ans on a besoin d'ouvrir cette place-là, etc. Alors là, ton manager va te faire le retour. Mais pour nous, c'est des sociétés où tu dois être au moins une centaine de personnes si tu veux commencer à échelonner comme ça. À votre niveau, au fait, à notre niveau, on le fait nous-mêmes, bien sûr. Et Bertrand nous le dit aussi parfois, bien sûr, et lui aussi, à son échelle, la cuisine, par contre, il la manage totalement et c'est lui qui le fait. Et du coup, il monte qu'il a envie de monter. Et là, il a 100% carte blanche. Et... Il est un peu moins au fourneau, du coup, maintenant il est moins au fourneau pendant le coup de feu. Ouais, c'est-à-dire comment il peut... de 16h de l'ouverture à la fermeture. Au début, il est un petit peu en cuisine, voir si toutes les prépas sont bien faites, bonnes, briefer l'équipe. De 19h à 22h, il est plus en cuisine, il fait des allers-retours. Mais c'est possible ça, vous perdez une personne ou une paire de mains en cuisine, ça passe toujours. Bon, en fait, il y a beaucoup de préparation à la cuisine. Ah oui. D'ailleurs, tu le vois dans les émissions, on parle toujours de préparation, t'as fait ta préparation. Ah bah, on l'a vu croiser à l'ambassade samedi, puis il partait, il était 15h, je crois, il allait bosser vers 2h, 3h. Il commence vers 2h, ouais. Ouais, c'est ça. Il commence vers 2h parce qu'il fait toutes ses préparations, il fait les courses le matin, il fait ses préparations en début d'après-midi, mais je veux dire, chaque sauce qui est dans chaque plat est prête en amont. Oui, évidemment. Même parfois, tes légumes sont déjà pré-cuits en vapeur. Les Welsh sont déjà préparés, non ? Le fromage, non, pas assemblé, mais par contre, ton fromage, il est râpé, calibré. Ah oui. Ouais. Donc, tu sais que tu as une dose, c'est cette dose-là que tu vas utiliser pour faire un Welsh. Ton jambon, il est coupé à la taille, ton pain est découpé, tu n'as plus qu'à mettre la moutarde, etc. J'ai jamais vu comment ça marchait une cuisine. Tout est en prépa. Ouais. Donc, tout ce qui a besoin de cuisson minute, le reste de l'équipe, pendant le coup de feu, s'en sort très bien. Par contre, il a besoin d'être là, effectivement, pour les sauces, pour être sûr qu'un bourguignon, on ne fait pas un bourguignon par un bourguignon, on fait 20 kilos de bourguignon. Oui, c'est des on met en sous-vide derrière, on portionne, pareil, donc c'est déjà calibré, portionné, etc. Donc derrière, c'est plus qu'à lancer. Est-ce que tu penses qu'il a un rôle aussi un peu... pour donner du moral un peu à l'équipe autour ? Est-ce qu'il a une aura, en fait, qui est quand même nécessaire pour... Ouais. Il y a une aura qui est nécessaire et il l'a clairement. Il est bon vivant, Bertrand, il est super sympa. Ouais. Puis il s'entend très bien avec. Il parle khmer ou pas ? Il a jamais pris de cours, mais il baragouine bien. Ouais. Avec son staff en cuisine, il a quand même dû. Enfin, il doit avoir un bon niveau de vocabulaire en cuisine. Son sous-chef parle bien anglais. Et au début, c'était un peu comme ça, c'était traduction sur traduction. Mais du coup, maintenant, aujourd'hui, en termes de cuisine, je pense qu'il a un super vocabulaire et il parle bien. Mais toi aussi, à un moment, tu avais un bon niveau quand tu étais en plein boom de Hambo, en plein coup de bourre, avec tes équipes khmer. Quand je t'entendais parler khmer, je me suis dit, putain, mais je crois que tu parlais beaucoup mieux que moi il y a une époque. Non, c'est toi, tu t'es amélioré. Mais après, j'ai repris toujours ce niveau-là, en fait. Ouais. Après, ça m'avait mis la pression, tu sais, t'as un petit babtou qui parle mieux khmer que toi, tu dis, merde, putain. Mais c'est vrai que c'était impressionnant. Quoi. Ça prend du temps à apprendre le khmer. Ouais, mais quand t'as pas le choix, parce que c'est dans l'opération de tous les jours avec tes staffs. En fait, ça prend du temps, c'est que t'es pas forcément attiré tout de suite par la langue khmer. Ouais. Quand t'arrives en tant qu'expatrié, ici tout le monde parle anglais en fait. Ouais, c'est ça le problème. T'arrives pas en Thaïlande où il y a pas un mec qui parle anglais, ils parlent tous thaï. D'ailleurs, ils ont pas besoin de l'anglais parce que le marché interne est assez. Mais d'ailleurs, petite parenthèse, c'est vrai que les gens qui voyagent en Asie du Sud-Est disent qu'au Cambodge, les locaux ils parlent bien mieux anglais que Vietnam, Thaïlande, Laos, je sais pas. Mais que nos pays voisins, quoi. C'est normal, il y a une raison. C'est le marché, en fait. Ouais. Ils sont obligés d'être ouverts aux étrangers. Le fait qu'on utilise le dollar, déjà, c'est un peu symbolique. C'est un exemple, en fait. Ouais, c'est clair, c'est symbolique. Mais j'ai l'impression, tu sais, les pays, justement, où ils sont peut-être un peu moins nationalistes, ils vont être un peu plus ouverts à parler d'autres langues. Ouais. Mais les gamins que je vois ici, il y en a limite, ils parlent pas khmer, quoi. Ils parlent anglais bien, enfin, comme des natifs. Et tu sais, c'est un peu comme nous, des fois, quand on était, quand on a grandi en France, on avait un peu honte de parler khmer, tu vois. Et en fait, c'est un peu la même chose ici. Ouais. Ils ont honte de parler khmer. Moi, je rejetais tout ce qui était asiatique. Je voulais être blanc, comme je dis souvent quand j'étais petit. Moi, je voulais, tu sais, je vivais en France, je voulais pas être asiatique. Toi, tu penses que c'est le même, la même mécanique ? C'est le même sentiment, je pense. Tu sais, c'est plus hype de parler anglais. Mais ça, alors, il y a forcément, il y a cette hype, ça je la
Mais c'est ce qu'on disait juste avant avec Seb hors podcast, c'est qu'il y a un gros problème. Hein, c'est au rôle du gouvernement de bien appuyer la langue khmer à l'école, école publique, école même internationale, tu vois, de forcer ce qu'il y a un minimum de khmer. Sinon, les gamins, ils ont plus envie de parler khmer, et dans plusieurs générations, il n'y aura plus de khmer. Après, pourquoi tu forces? Le truc, c'est que... Enfin, je dis pas que tu forces, mais je dis juste que la raison pour laquelle les gens ils choisissent peut-être de parler anglais, c'est pour un but professionnel, en fait, je pense. Tu vois, leurs parents, ils leur disent, apprenez l'anglais, c'est plus important. Apprenez le chinois aussi, c'est plus important pour le business. Et ils vont être moins regardants sur le fait de parler khmer. Ouais, mais est-ce que si on continue comme ça, effectivement, dans une génération de plus, encore de plus, il y aura de moins en moins de gamins... Enfin, le khmer disparaîtra, au moins à l'écrit il disparaîtra. Ça fait 3 ans que je dis que pour moi effectivement le khmer va devenir une langue morte parce qu'il va plus être appris à l'école, à l'écrit et à la lecture. Il va rester à l'oral, forcément qu'il va rester à l'oral, ça c'est une évidence. Si déjà les gamins, comme tu dis, ils parlent que anglais, quand ils auront leurs propres gamins... Il va rester à l'oral à l'échelle de la population. Ça va devenir il faudra un dialecte, ça veut dire un dialecte. Mais par contre, ça va finir par devenir de plus en plus un dialecte si le gouvernement met pas un point d'honneur. Qu'est-ce qu'il a fait de pas mal, le gouvernement? Il a forcé sur les écriteaux, des boutiques notamment, mettre l'écriture khmer en avant. Plus gros que l'écriture... Personne ne le respecte. Ah bon? Non, très peu. Sinon, on est venu nous voir, que ce soit Ambo ou Bouchon. Ambo, t'as mis quelque chose? Non, moi je l'ai pas mis. Mais il y a pas l'écriteau? Si, il est marqué Ambo. Ils sont pas revenus. Mais au Bouchon, par contre, ils sont venus 2-3 fois et on a fini par changer le sign. Vous l'avez mis en khmer, le Bouchon? On l'a mis en khmer. Ah, j'ai même pas fait gaffe. Je regarderai la prochaine fois. C'est quoi en khmer? C'est le... Bousson. 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 C'est écrit Bousson. Ah, trop marrant, ouais. J'ai même pas fait gaffe. Parce que c'est un... Ouais, je vois le logo, mais j'avais pas vu que vous aviez mis de l'écriture khmer. C'est pas le logo qui est devant la maison coloniale, c'est celui qui est à l'entrée. Ah oui, d'accord. C'est pas le truc qui est en carré blanc. Voilà, c'est là où on a pu triquer, quoi. Mais il est plus gros. Il est plus gros que celui qui est sur la maison coloniale. Ouais. Mais il est ailleurs. Mais il est ailleurs. Ah, ça marche de faire ça? Ouais. Genre tu le mets en plus gros, mais tu le caches. Non, le pire, c'est qu'il est vraiment sur la rue, celui-là. Ouais. Donc là, ils auraient pu nous dire. Ouais, de toute façon, ça, au pire, tu manges une amende et puis c'est fini, quoi. C'est une amende par an. Et puis, Ouais, mais tu vois, c'est là où je trouve que... Mais vous l'avez vu ou pas au-dessus du Soka? Non. Vous l'avez pas encore vu? Non. Ça y est, ils ont mis Soka Hotel en énorme au-dessus du Soka. Donc le Soka, c'est l'hôtel qui est sur la pointe de l'île de Chai Chang-Var, donc qui se voit de partout du Riverside et de Phnom Penh. Et ça y est, j'ai débloqué, j'ai fait un tour avec le Kanika Boat l'autre jour et il est marqué Soka Hotel en énorme en khmer. Soka Hotel, mais est-ce que ça tourne cet hôtel? C'est mystérieux parce qu'il est vraiment au centre de, où tout le monde le voit. Moi j'ai vu qu'il était en vente l'année dernière, je pense. La petite pointe, elle est en vente à $1 milliard. Ouais, 1 milliard, c'est ça. Et il est dur d'accès en fait, c'est ça le problème. En fait, s'il y avait un pont, je pense que ça marcherait mieux. Non, mais ils ont essayé le système de bateau, etc. Puis au final, c'est relou de prendre un bateau. Non, mais puis sur le Riverside, ils n'acceptent pas. Le gouvernement a fermé tout accès au bateau. Ah bon? Pour déposer. Ouais, après, il y aura tout plein de ponts, je crois, en projet. Enfin, ça va devenir pas mal. En plus, c'est mon nouveau quartier. Enfin, moi, j'habite sur Riverside maintenant. Tous les matins, je me pose sur Riverside, j'observe, je vois les bateaux, je vois le Soka Hotel. Mais c'est vrai que c'est vide cette pointe. Hein. Enfin, je pense qu'à terme, ça fera un peu comme Manhattan. Je sais pas, le mec, enfin, c'est premium comme location, tu vois. Ça pourrait devenir un nouveau quartier, genre hippie. S'ils arrivent à à mon avis, non. Non, mais un truc dans le genre, tu vois. Attends, à mon avis, ça va devenir un gros quartier d'affaires de bâtards. C'est ça qui est drôle au Cambodge, c'est que le mec, il s'est construit un bâtiment qui a dû lui coûter. Dégueulasse, le bâtiment. Qui a dû lui coûter 5 millions ou 10 millions à construire. Allez, 50 millions. Ah, mais beaucoup plus. Mais en fait, il s'en fout. Parce que la valeur de son terrain, elle vaut vraiment 1 milliard. Bah oui, il s'en fout, c'est peanuts, ouais. Le mec, il va montrer son chiffre d'affaires au prochain acheteur, il y en a rien à foutre du chiffre d'affaires. Moi, j'achète le terrain, ça fait 25 hectares. Mais par contre, je sais pas si les gens seront chauds de reprendre le bâtiment Soka parce qu'il est pas très sexy. Ça va faire partie de la négociation, ouais, effectivement, parce que la démolition coûte cher. Tu me dégages tout ça et puis tu me fais une belle petite tour plus moderne. En vrai, il faut juste repeindre un peu, je pense. En fait, il est pas ignoble non plus. Il est pas ignoble. Non, il est pas ignoble. À ce qui paraît, t'as une vue de dingue quand t'as les chambres qui donnent vraiment sur la jonction. Sur le Tonlé Sap Mekong. Sur le Tonlé Sap, là sur la branche, à ce qui paraît, c'est une vue incroyable. Mais il marche pas l'hôtel, il est vide. Enfin, je sais pas si ça tourne bien. Mais ils s'en fichent, je pense. Tu sais, il y a même une discothèque, tu vois les lumières au loin, mais je sais pas si ça marche vraiment. Enfin, c'est loin, quoi. C'est pas assez mal desservi. Faudrait qu'on y aille pour voir. On a déjà essayé d'y aller. Faut demander à Grigmo. Hein. Ah oui, il est squatté là. Ouais, il est squatté. Tu lâches les blazes. Oui. On lâche les blazes. Bon bah ouais, il allait squatter la piscine là-haut. Ouais, non, c'est pas mal. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un emplacement premium
pour le coup. C'est premium de ouf. Du coup, est-ce que tu as envie de parler un peu de ta boîte à toi? Enfin, elle est que à toi d'ailleurs, Ambo, tu l'as montée? Ambo, je l'ai monté tout seul. C'est quoi l'idée qui a fait naître tout ça? Ambo, le cheminement vient du fait que je suis arrivé ici pour reprendre une petite société qui était une société de communication pour les bars et restaurants, qui s'appelait Le Boost à l'époque. Ah oui, Le Boost, je me rappelle de ça. Et du coup, j'avais repris la direction de ça. Ça a duré 3 ans, je crois, pas beaucoup plus, peut-être 4 avec l'année qui a suivi. Mais quelle année du coup? Du coup 2013 à 2013. Mais Le Boost, ça a démarré en 2013 avec toi? Ouais, 2016 du coup. Ouais, c'est ça, 2016. Okay. Donc 2013. Non, ça n'a pas commencé avec moi. Ça existait depuis 2 ans. Ouais. Okay. Ça existait depuis 2 ans. J'ai repris ça. Je l'ai tenu 3 ans. Et 2015, ça a été le boom de Facebook ici. Les Khmers ont découvert Facebook et surtout que Facebook nous a ouvert une partie de leur application qui n'existait pas ici. Par exemple, les événements. Je me souviens qu'en France, genre premier sur le fait de pouvoir poster des events, c'est ça? Alors nous non justement. C'est les bars eux-mêmes ont commencé à faire ça parce qu'ils ont ouvert l'application. Facebook a ouvert la possibilité. Il n'y avait pas ça avant? Non. C'est-à-dire que ça existait genre depuis 2010 en France, sauf que Facebook n'avait pas encore ouvert les possibilités de poster des événements ici. Sur les pages. Et du coup, quand ça s'est arrivé, les gens ont commencé à poster leurs événements. Et du coup, nous, notre décompte de communication, parce que quand tu fais de la communication et que tu veux un contrat à l'année, tu es obligé de venir montrer des chiffres en disant combien de personnes vous m'avez apporté, etc. Et c'est intangible, tu peux pas le dire, tu peux pas le... Oui, c'est difficilement mesurable. Par contre, les événements Facebook boostés où tu mettais de l'argent dessus, ils ont tout de suite dit regarde, j'ai mis 5 balles sur l'événement et ce soir je suis blindé. Ah, ça vient de ça le nom, le boost? Non, c'est eux qui nous ont fermés en fait. Mais le boost, c'était ça en fait, c'était de booster les sociétés du food and beverage, donc les bars, les restos, et Facebook nous a tués. Donc j'ai pas pu me battre. C'est pour ça que en 2015, Facebook a ouvert et j'arrivais franchement même à reconduire mes contrats déjà en actif, j'arrivais pas. Le mec me disait 1000 balles l'année c'est cher, etc. Et je sais que c'était cher, sauf qu'il y avait du boulot. On venait faire des photos, des shoots photos même pendant leur événement, etc. On imprimait un bouquin à 50 000 exemplaires. Je me souviens de ce bouquin. Il était joli d'ailleurs, c'était sympa. Et les seuls qu'on gardait c'était pour le bouquin, mais à un moment il fallait commencer à se dire bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je diversifie l'offre? Est-ce que je me dis tiens, je fais une offre que bouquin, une offre que web, etc. Ce que j'avais essayé. Et puis à un moment je me suis dit non mais là c'est fini en fait, il n'y aura plus de rentabilité. Et d'ailleurs il n'y en a plus un qui existe aujourd'hui. Et vous n'avez pas essayé de vous reconvertir en agence qui fait des Facebook ads, tu vois, par exemple? Alors je me suis posé la question. Et c'est là où je me suis dit, est-ce que j'ai envie d'y aller ou pas? Derrière, il y a une envie. Encore une fois, c'est pas que le pognon. Et je me suis dit, non, si c'est pour gérer des petits geeks Khmer, à essayer de les payer le moins cher possible pour essayer de faire un tout petit peu d'argent, parce que pareil, tu vas pas leur vendre de la pub Facebook, enfin de la création de contenu Facebook à 300 balles le mois. Ouais, c'est plus votre média, du coup, c'est... Ouais. Du coup, c'est plus notre média, il faut écouter les clients, qui est l'intermédiaire entre deux, etc. Et là, je me suis dit, non, là-dedans, je vais pas m'éclater. J'ai plutôt brassé que des ennuis et essayer de gérer les ennuis un par un. Je me suis dit, niveau recrutement, ça va pas être possible non plus, je vais pas y arriver. Et du coup, j'ai décidé de pas aller sur ce sujet-là. Mais effectivement, ça a été une de mes réflexions. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Parce que là, dans 1 an, je ferme la boîte. Donc quand je vais fermer cette boîte-là, j'ai les contrats qui courent, qu'est-ce que je fais derrière? Et du coup, les envies ont été différentes. Je me suis dit, là, j'ai pas envie d'y aller. Qu'est-ce qui me manque aujourd'hui? Mon constat avec le Boost était que 80% de mes clients étaient étrangers. Je ne parlais qu'avec des gens qui étaient des étrangers, des foreigners. Que mes staffs à moi, mes petits vendeurs, j'avais 3 stagiaires, c'était des Français. Et je me suis dit, putain, j'ai pas de staff Khmer en fait. Et je ne parle pas Khmer, j'ai pas de staff Khmer, mes clients sont pas Khmer. Tu faisais du contenu en anglais pour les anglophones du coup? Il n'y avait pas de... Que en anglais. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fous là en fait? Je fais ce truc là ici, je parle pas Khmer, je travaille pas avec les Khmer, je découvre pas la culture. T'as dû te sentir vraiment isolé dans ton monde à toi. Ouais. Avec, ouais, tout à fait. Et c'est là où je me suis dit, en fait, ça n'a pas de sens. Et du coup, il faut que ma prochaine aventure entrepreneuriale, il faut qu'elle prenne du sens par rapport à travailler avec la culture Khmer, enfin découvrir la culture Khmer, travailler avec les Khmer et faire en sorte de faire un truc qui a du sens.
Et c'est ça qui a... Et c'est ça qui m'a amené petit samedi sur Embo. Embo, en fait, qui veut dire... c'est le fil, non? C'est c'est ça. C'est celui-là, là. Fil de Krama. Et du coup, ça, en fait, la volonté de départ, c'était vraiment pour travailler un peu plus avec les locaux, pour créer de la valeur, en fait, au niveau... La volonté de départ, elle était là. Elle était de me dire, il faut absolument que je change totalement. Je veux plus être dans le service non plus. Le service, je ne voulais plus. C'est-à-dire, tu dois toujours écouter tes clients. Tu dois toujours faire en sorte de les satisfaire, de leur plaire. Et tu peux jamais plaire à tout le monde. C'est-à-dire que quand il y a un mec qui donne son avis sur ton entreprise, il dit, tu sais, tu devrais faire comme ça. Parce que lui, ça lui conviendrait mieux. Oui, les gens, ils parlent soit pour eux, soit ils parlent par rapport à leur peur aussi. Tu sais, des gens, ils se sentent bien que toi, tu fasses comme eux, ils veulent. Tu vois, ça, tout le monde donne son avis. Donc tu leur réponds, j'ai 50 clients et en fait, je peux pas faire ça pour tout le monde, donc c'est pas possible. Donc c'était plus un problème de scale, en fait. T'arrivais pas à grossir avec ça et tu t'es dit, on va faire du produit, quoi, ça. Ouais. J'arrête le service, je passe au produit. Et au produit, je veux parler directement au consommateur. Donc je veux pas faire du produit sur du B2B. Je veux faire du produit sur du B2C. Donc je veux ouvrir mon shop et je veux parler directement au consommateur. Et encore une fois, pas faire du B2B parce qu'on en reviendra au même problème, c'est qui sont mes acheteurs, des professionnels. Ah, tu sais, tu devrais faire comme ça ton produit, puis l'autre, en fait, toi aussi, tu devrais faire comme ça. Après, c'est pas le même volume, hein, le B2B et le B2C. Non, mais c'est pas la même marge non plus. Oui, c'est pas la même marge, mais... Enfin, pour moi, ça reste quand même plus facile de faire du B2B, non? En fait, facilité commerciale, oui, complètement d'accord avec toi. Par contre, est-ce que tu t'amuses là-dedans ou pas? Moi, si je m'amuse pas, je peux pas. De toute façon, ça, c'est l'essence même de pourquoi tu te lèves le matin, oui, c'est sûr. Mais il y en a plein qui le font, ça. Pas s'amuser, mais ils cachent en disant je tiens encore 2 ans, je tiens encore 3 ans, allez, plus que 6 mois, truc. Mais ils finissent déprimés après, avec plein d'argent, certes, mais... Ça, faut le comprendre. Une fois que tu l'as compris, tu fais tes propres projets. Et du coup, qu'est-ce que... du coup, là, en bord, c'est une... comment on appelle ça? Une chaussure, mais c'est quoi le type? J'ai oublié. Espadrille. Une espadrille, voilà. Ça, c'est un truc qui n'existait pas au Cambodge à l'époque. Non, du tout. Du tout. En fait, la production d'espadrilles m'est venue d'un constat qui est que, on est beaucoup de Français ici. Au niveau de la chaussure, on est sur un marché encore aujourd'hui assez pauvre, au niveau de la chaussure au Cambodge. Et je me suis dit, tiens, comment on peut essayer de trouver un produit qui soit pas de la tongue, mais qui soit quand même adapté ici au climat. Et l'espadrille m'est venu un retour d'été en France, en fait. Ouais, parce que c'était quand même la mode à une époque. Ouais, ça l'est toujours. Tu vas dans le sud depuis 10 ans, de toute façon, tu t'achètes une paire d'espadrilles, elle te tient les 15 jours de tes vacances, tu la jettes, etc. Et je me suis vu revenir avec 4-5 paires avec moi en me disant, ça va être trop bien, en fait, au Cambodge. Et là, je les ai portées, et j'ai même eu au début des gens, donc j'avais pas du tout encore le projet en tête, Et j'ai eu des gens qui m'ont dit, tiens, tu les as eu acheter où tes espadrilles? Parce que j'en cherche. Je les ai ramenés de France. Il fait, ah oui, toi aussi, comme tout le monde. Mais c'est des expats ou c'est... Des expats, c'était même la communauté française, clairement, qui me demandait ça. Et du coup, ça m'a fait un petit peu travailler le truc. Je me suis dit, l'espadrille, c'est quand même un truc, c'est de la corde, du tissu et une technique de tissage. Et voilà, basta. Il n'y a que deux matières premières, de la corde et du tissu? Ouais, il y a une semelle en caoutchouc. D'accord. Semelle en caoutchouc, de la corde, donc généralement c'est du jute, ça peut être du chanvre, mais généralement c'est du jute, et du tissu qui vient recouvrir cette semelle. Basta, ta chaussure elle est finie. Et je me suis dit, ça doit pas être compliqué en fait. Et tu as réussi à pénétrer le marché Khmer sur ce produit-là ou pas? Ouais. C'était le gros challenge. En fait, quand tu te lances au Cambodge, c'est une terre d'accueil pour les entrepreneurs, le Cambodge, ça faut le dire. C'est-à-dire que niveau administratif, quand tu lances une entreprise, tu n'as besoin de rien faire. Tu dis au début, on commence en off. On verra bien comment ça se passe. Ouais, sur ce côté-là, je suis d'accord. Plus tard, tu t'enregistres si justement tu commences à perdurer. Tu vas pas ouvrir une boîte pour lancer un produit si tu n'es même pas sûr que le produit marche. Ça, je suis d'accord. En France, c'est l'inverse. Tu es obligé de prendre 6 mois, tu es obligé de déclarer ton chômage. Alors, ça y est, j'ai commencé une boîte. Est-ce que je peux toujours toucher mes indemnités, mes trucs, etc. Il faut d'abord mettre des sous, faire des études de marché. Convaincre une banque pour te prêter 5000 balles, c'est une horreur. Ici, tu as besoin de... Tu te lances tout de suite, tu crées ton produit, tu le vends, tu vois que tu as un retour, tu continues, et plus tard tu te déclares et tu te déploies.
Entre l'idée et la réalisation, il y a eu combien de temps à peu près? L'idée et la réalisation, simple. Il y a eu, ça a été mai. Donc c'était l'année suivante de revenir avec mes espadrilles. En mai, je me suis dit, je vais l'essayer à la rentrée. Je suis parti en France, j'ai ramené des espadrilles, mais là par contre c'était dans le cadre du projet en me disant, ce sera mes samples pour, tu sais, les dépouiller, regarder comment c'est fait et justement donner à mes premières staffs. En septembre, j'ai trouvé ma première staff, ma chef d'atelier toujours aujourd'hui. Donc là on est en 2015, septembre 2015. Premier prototype fin septembre. Finalisation des patrons pour les tailles, etc. fin octobre. Première vente 27 décembre 2015. Et là, moi j'adore l'aspect des espadrilles. Et moi je vois maintenant que beaucoup de Khmer en fait ils portent des Crocs. ça me vexe un peu. Parce que je trouve pas ça très, très joli, mais qu'est-ce que t'as un avis sur ces trucs-là ou pas? J'ai un avis, en fait, j'ai un constat, c'est que je suis pas le seul à ne pas supporter les tongs. J'arrive pas à avoir mes pieds comme ça en l'air dans une ville où de toute façon le béton est crade, etc. Moi je peux pas porter de tongs ici. C'est limite un peu dangereux. Enfin, moi, tu sais, quand je porte des tongs, souvent je vais cogner la semelle en dessous, pots d'échappement au talon et tout, et je me brûle tout le temps. Ouais. Et puis les moustiques te piquent. Ouais, c'est ça. Donc en fait, le constat des Khmer aussi, c'est de se dire on en a marre de ces tongs et du coup ils portent des Crocs parce qu'au moins c'est un minimum recouvert. Ils peuvent quand même les porter pieds nus. Mais c'était mon constat aussi avec l'espadrille en me disant en fait on rentre presque dans la culture Khmer avec les espadrilles parce que si tu veux tu mets pas les talons. Bah oui, c'est ça, tu peux juste l'enfiler comme ça. Tu l'enfiles comme ça. Donc rentrer, sortir de chez toi, vraiment tu l'enfiles comme des tongs, comme des Crocs. Et on sait qu'ici on enlève nos chaussures à l'entrée d'une maison, à l'entrée d'une pagode, à l'entrée d'un magasin parfois, et tu les remets juste derrière. Donc il faut des chaussures pratiques, ça je le comprends aussi. Les Khmer ont très peu de chaussures à lacets, etc. Même les chaussures en cuir, t'as vu, où ils cassent le talon. Le problème des chaussures, les chaussures de ville, moi souvent le devant là, il s'abîme en. Enfin, je les porte 2 jours, ça s'abîme quoi. Tu peux pas vraiment porter ça ici, t'as pas genre pour envie à ce que les Khmer ils arrêtent de porter des Crocs et mettre des espadrilles quoi. C'est clair, c'est horrible les Crocs. Non mais après, attends, en mettant le côté esthétique de la Crocs, est-ce que c'est quand même bien? Tu penses que est-ce que t'en as déjà porté toi? Moi j'en ai déjà porté à la campagne ici, ouais. Des Crocs? Ouais. Et alors tu trouves ça comment? En vrai, je trouve ça pratique. Ouais, c'est pratique. C'est moche, c'est pas forcément confortable non plus. Ça a l'air confortable quand même, non? Ouais, mais en fait c'est pas si ouf. Parce que je vois en France, nous on s'en sert souvent dans le domaine médical, tu sais, en hôpital et tout, mais ici même en moto quoi. T'as des mecs en Crocs sur les motos, c'est... T'as déjà vu cette Crocs flotter quand l'eau s'inonde ici? Ouais. Comme les tongs et les Crocs qui passent comme ça. Après peut-être que je suis un peu une fixette sur ça, mais parce que ouais, moi j'en porte pas, je porte quasiment pas de tongs non plus, parce que en fait les seules fois où... Je sais pas si c'est moi qui sais pas marcher ou quoi, mais... Je me cogne tout le temps le pied sur un pot d'échappement, je me brûle. Mais ouais, donc toi c'était plus sur une démarche de... Tu t'es dit que c'était cool, ça allait être hype, plutôt que pour le côté fonctionnel du truc, quoi. Ouais, je me suis dit que c'était un nouveau marché. En fait, je me suis rassuré aussi, je me suis dit l'espadrille. Bon, on a la matière première ici, on a forcément la main d'œuvre. C'est des gens qui viennent de factory ici, d'usine, donc on a forcément la main d'œuvre. On a la matière première avec le krama, le tissu on en trouve ici, même s'il n'est pas forcément fait ici. Et derrière, la semelle, je me suis dit on va pouvoir la faire fabriquer ici. Malheureusement non, il n'y a pas de jute ici, on n'a pas de plantes qui permettent de faire une semelle d'espadrille, donc ça j'importe. Je crois qu'on a la plante, mais on n'a pas le truc pour traiter la plante. Parce que tu sais, on a c'est quoi, c'est du caoutchouc ou du... La sous-semelle, ouais, celle qui est en dessous, c'est du caoutchouc. Ouais. Donc ça, le caoutchouc, on trouverait, parce qu'il y a des exploitations de caoutchouc dans le Mandalkiri, par exemple. Mais donc le caoutchouc, on pourrait, mais en vrai, c'est plutôt le jute qui me pose problème. La plante qui permet d'être tressée et d'en faire une vraie corde. Ici, on a le liserondo, mais le liserondo est cassant, etc. Donc c'est pas possible. Donc bref, ça, je me suis résigné. J'ai fait, bon, on va trouver une société au moins loin possible pour rester en cercle fermé au plus possible, qui va pouvoir me fabriquer la semelle. Et c'est ce que j'ai trouvé. Derrière, j'ai lancé le projet, tu vois, en 4 mois.
Et là, ça fait combien de temps maintenant que c'est ouvert? 2015, donc on est à 8 ans. Ouais. Et il y a des projets de développement sur d'autres produits ou ça reste assez... Alors, moi en perso, effectivement, j'ai fait d'autres produits qui ne sont pas forcément reliés à Embo. J'ai créé une autre marque, une marque de portefeuille en espèce de papier recyclé, ça s'appelle du Tyvek en fait. C'est un produit qui ressemble à du papier, qui est hyper résistant, bref. Mais je l'ai appelé Loy Wallet, donc c'était une autre... Comment? Loy Wallet. Loy Wallet. Pas pour la monnaie, pour le côté cool. Loy. Ah, Loy, ouais, c'est vrai que t'as Loy et Loy. Ouais, c'est plutôt pour le côté cool, Loy Wallet. Ouais, mais justement, c'est un peu un jeu de mots, ça fait les deux, quoi. Ça a tout à fait été un jeu de mots. Ouais. C'était voulu, dans ce sens-là. Mais tu vois, je ne l'ai pas du tout ramené à la marque Embo. J'ai voulu vraiment avoir ces deux marques propres, distinctives, quitte à créer effectivement deux médias, parce qu'à chaque fois, tu crées une page Facebook pour l'un, une page Facebook pour l'autre, etc. T'as quoi? Il y a un Insta dessus avec des produits et tout? Ouais, Loy Wallet, j'ai laissé faire parce qu'en fait, ça n'a pas forcément pris sur le marché local. Là, j'ai vraiment touché le tourisme. Parce qu'en fait, il y a les designs, c'est les designs d'encore dessus, les designs vraiment en sketch, tu vois, en dessiné, etc. Et du coup, c'est très fitting touriste. Et là, ça se vend par exemple au relais. Tu vois, au relais des aéroports, tu vas trouver Loy Wallet. Ah oui, les relais, ouais. Donc là, tu vas les trouver. C'est aujourd'hui mon revendeur principal. Après, tu les trouves dans quelques hôtels, etc. Il y a des displays où tu les trouves. Mais là, je me suis vite dit, tiens, en fait, en local, ça va pas le faire. Du coup, je suis vraiment allé chercher les touristes. Bah, c'est vrai que ce truc de se dire en local, ça va pas le faire, moi, c'est des réflexions que j'ai aussi sur des projets perso que j'ai. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de monde en fait dans ce pays. Le marché reste petit. Enfin, même si tu fais des produits de ouf et tout, tu te dis, bah, qui va les acheter Qui va les acheter? Pourquoi ça prendrait? Ouais, je suis d'accord avec toi. Et le gros challenge sur lequel je réfléchis, c'est qu'est-ce qu'ils pourraient prendre en produit pour les locaux, tu vois. Et moi, il y a une idée que j'ai un peu sur le côté, c'est juste essayer de reproduire les usages, enfin les consommations de base comme tu sais, les QTO, les trucs comme ça, et en faire un genre de chaîne un peu premium, tu vois, genre des QTO un peu premium et avoir tout un système avec des process, des choses. Parce que... À réchauffer chez soi ou... Non, mais vraiment, bah, tu vois, enfin, je pense à ça parce qu'il y a... Ça me fait penser à une chaîne qui s'appelle Nabab, je crois, en France. Okay. C'est une chaîne en fait qui ont réussi à faire des kebabs avec moitié moins de calories, avec des ingrédients un peu organiques, etc. Et puis, moi je pense aujourd'hui, un business qui pourrait prendre en local, ce serait justement de refaire, tu vois, des trucs vraiment de base, mais avec une qualité supérieure, tu vois. Parce que pénétrer le marché local, avec du nouveau produit, c'est un peu dur. Ouais, moi je pense que c'est une branche qui peut venir, et pour moi il y a une branche aussi qui va devenir inévitable à un moment, c'est soit le surgelé, soit le sous-vide. Ouais, grave, le surgelé, bah, déjà le surgelé en termes de conservation de vitamines, normalement si c'est bien fait, c'est bien. C'est même mieux que la conserve, parce que la conserve, il y a des conservateurs, etc. Tout à fait. Ça se garde un tout petit peu moins longtemps que la conserve, enfin moins longtemps quand même, parce qu'au bout d'un an, tu commences à perdre justement. Ouais, mais après moi, pour être un peu dans ce métier-là, je vois un problème, c'est la chaîne du froid. C'est la chaîne du froid. La chaîne du froid, elle est pas toujours bien respectée. Non. Et ça, tu le vois, tu sais, quand dans l'emballage, tu as des petits cristaux de glace, voilà, c'est que ça a fondu. C'est que ça a fondu, que c'est ça. Voilà, et ça, j'essaie d'expliquer parfois, en fait, les Khmers ici sont pas tous au courant que c'est toxique, en fait, que ça fonde et que ça recongèle. Et puis on est quand même dans un pays chaud, donc tu sais, il suffit juste que pendant la livraison, le gars du warehouse, il laisse traîner un peu le truc pendant, je sais pas, plus de 10 minutes, et le truc il fond et c'est fini, quoi. Puis on l'a déjà eu chez nous aussi. Moi j'ai déjà acheté ce qu'il fallait jeter de mon congélateur parce que j'ai pas pu le manger, parce que j'ai eu une coupure d'électricité pendant toute une nuit, voire un peu plus. Et j'ai ouvert la porte et j'ai fait, en fait, là, ça y est, j'ai touché, j'ai fait, non. Donc là, je le passe au frigo. Par contre, j'ai une semaine pour le manger. À un moment, quand j'ai vu la masse de food, j'ai pas pu tout manger. Ouais, ça m'est déjà arrivé aussi. Ça, c'est des cauchemars, en fait. Quand ça t'arrive dans ton business, peut-être quand t'as les glaces qui deviennent molles, tu dis, bon, on fait quoi? Ouais, c'est clair. Mais il y a un vrai marché aussi là-dessus. Sur la bouffe, pour moi, de toute façon,
il y a de quoi faire. Au Cambodge, les gens bouffent, la middle class ne fait que manger. Ouais, bah tu sais, la middle class, justement, elle est... Moi, j'aimerais bien, tu vois, qu'elle se dessine un peu plus, parce qu'aujourd'hui, bah, la middle class, elle est... Ouais, elle est entremêlée. C'est pas le gros pourcentage de la population. Non. Et c'est quoi... Enfin, est-ce que tu as une idée un peu sur comment on pourrait faire pousser cette middle class un peu plus, faire prendre une plus grande envergure? Pour moi, elle prend le bon chemin. Elle prend le bon chemin? Pour moi, elle prend le bon chemin aujourd'hui, parce que... tu le vois, il y a de moins en moins d'expats sur certains métiers. Ça y est, c'est les Cambodgiens qui ont pris le métier. Ouais, ça, qui ont pris les positions. Et ça, je trouve ça super pour le pays. C'est pour ça qu'on voit de moins en moins d'expats aussi. Ça, je le vois parce que j'ai des potes à moi qui avaient un skill assez unique auparavant et ils sont attaqués. Ils sont attaqués parce que les Khmers sont moins chers. C'est du milieu du marketing ici, en France, n'espère même pas être expat au Cambodge. Tu vas trouver une place chez qui? Aller peut-être chez Bodia parce qu'ils essayent de faire des produits à l'étranger, mais en fait, il n'y a que ces quelques boîtes-là. Il y a combien de boîtes aujourd'hui qui exportent des produits faits au Cambodge de façon marketée, publicité à l'étranger? Il y en a très peu. Je veux dire, le riz, ça part au Vietnam, c'est renvoyé dans tous les pays du monde. De toute façon, ça ne va pas être une boîte qui va faire ça, c'est le gouvernement qui va faire en sorte que les coopératives commencent à dire on envoie nous-mêmes notre riz, on le market nous-mêmes, on monte une usine, etc. Le reste, t'as Bodia qui envoie de l'essentiel, t'as... je sais pas, tu dois avoir 2-3 marques qui envoient le poivre, la plantation que tu trouves en France. Donc c'est là où tu vas trouver du taf si tu es dans le marketing. Mais sinon, n'espère même pas venir avec tes skills de marketing de France pour trouver un taf ici. Tu vas trouver, mais tu vas te payer 800 balles. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2023, c'est... avant, t'avais un peu le... À l'époque, c'était le métier en or. Il y a 5-10 ans ici, tu venais, t'étais pro du marketing, t'étais embauché dans n'importe quelle boîte et tu formais les futurs Khmers au marketing. Et t'étais payé... pour moi, à l'époque, en 2012 à peu près, j'avais un peu un repère, c'était quand t'étais au-dessus de 1000. En fait, quand t'étais un expat, t'étais toujours au-dessus de 1000. Toujours. Et quand t'étais un local, t'étais en dessous. Tout à fait. Et aujourd'hui... Je pense que pour être au-dessus de 1000 en tant qu'expat, c'est pas si simple. Tout à fait. Tu peux être à 600, 700 si c'était pas un truc de ouf. Tout à fait. Et maintenant, après, est-ce que tu penses que les locaux avec les mêmes skills, ils arrivent à avoir des salaires aussi élevés ou pas? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est pas rare du tout de voir des Khmers qui sont pas issus de familles riches, voire même pas classe médium, et qui aujourd'hui font des salaires à 1200, 1500 $, presque même 2000, dans des métiers du marketing. Mais du coup, là, c'est eux qui drive, et je comprends totalement la société qui dit je veux plutôt un Khmer s'il a les skills. Parce qu'il parle mieux Khmer déjà. Rien que ça. Rien que ça, et puis... La culture, parler Khmer, mettre un environnement dans la société qui n'est pas un expat qui est là, c'est le tout-puissant, etc. Et du coup, c'est... Effectivement, je comprends. Mais oui, ils ont les salaires aujourd'hui. Ils ont les salaires. Alors parfois, ils sont obligés d'en mettre 2 à la place d'un... Pourquoi tu penses qu'ils ont besoin d'en mettre 2? Parfois, dans certaines... ça dépend des skills, mais si tu pars un peu plus dans la médecine, etc., t'as des mecs, t'as des expats qui étaient, eux, spécialisés dans une certaine branche, mais qui, du coup, au Cambodge, prenaient 3-4 branches dans leur position. Et une fois que cette personne est partie, en même temps, ils prenaient les 4-5 salaires aussi qui allaient avec. Et une fois que cette personne est partie, là, tu vas voir les Khmers qui vont prendre les positions, mais une par une, parce qu'eux sont vraiment spécialisés dans chaque branche. Parce que tu penses que... Enfin, c'est pas que tu penses, mais est-ce que c'est une vérité que... Je sais pas, un expat, il tient 4 branches en même temps, et le local, il peut pas tenir les 4 ou... Ah si, il peut. Mais c'est que l'expat, on lui a dit, tu vas tenir l'ensemble de la société. Et de toute façon, mais c'est pas que c'est une fausse vérité, mais tu as aussi aujourd'hui de toute façon des directeurs généraux de sociétés Khmer en place, donc il n'y a pas de problème avec ça. Mais il y a eu aussi effectivement sûrement cette chose-là où derrière on va implémenter 2 staffs qui ont leur petite spécialité, ou un manager qui est bien dans son métier de manager, et celui qui fait le marketing, et lui bien dans son métier marketing, alors que le manager,
il va pas savoir créer des contenus, il va pas savoir diriger vraiment ce métier-là en tant que tel. C'est plus pour focus et aller un peu plus loin, quoi, parce que c'est vrai qu'on avait tendance un peu à prendre des gens un peu à tout faire. Et qui dit tout faire mais un peu mal, quoi. Donc, non, mais ouais, c'est vrai que moi j'ai remarqué ça aussi parce que je commence à rencontrer des profils un peu techniques qui sont beaucoup plus compétents qu'il y a 10 ans où j'étais venu la première fois. Là, j'ai rencontré un gars qui faisait des Facebook Ads et faisait du montage sur Adobe Premiere et tout. Enfin, il m'a montré ce qu'il faisait, c'était quand même... Mais ces métiers-là, c'est en plus fait pour... c'est pas fait pour les Cambodgiens, mais eux, c'est ce qu'ils aiment. Je veux dire, ils sont leur journée sur le téléphone, ils adorent le visuel, ils adorent le contenu, ils se dirigent là-dedans. Je veux dire, être ingénieur et savoir faire de la plomberie, ils sont un peu moins enclins à aller là-dedans s'ils sont pas obligés de le faire. C'est vrai. Est-ce que le métier de plombier, ça existe ici ? Non, ça existe. Franchement, non. Par contre, je parlais encore avec un Australien qui a eu une grosse boîte. Ils ont monté une station de pompage pour irriguer l'agriculture, donc notamment les rizières, etc. Ils ont monté ça à Kampong Cham. C'est 7 pompes. La pompe, c'est 10 mètres de haut. Donc c'est 7 pompes. Et là, il me dit, c'est mon équipe, mais c'est mon équipe depuis 10 ans. Et il dit ici, je les trouve pas les compétences, mais en 10 ans, j'ai formé des mecs. Lui-même, il a monté quasiment sa propre école, et du coup, là aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comment tu viens apporter un sentiment de loyauté à tes staffs cambodgiens, c'est en les montant. Le mec qui parle de là, il était pas plombier, il était homme à tout faire dans de la construction ici. Il l'a recruté, il lui a dit maintenant toi tu es enseignable, je vais te pousser là-haut. Il lui a appris comment faire, il l'a monté et aujourd'hui le mec reste. Alors déjà parce qu'il gagne beaucoup mieux, de deux parce qu'il n'y a pas deux boîtes comme celle-ci qui réalisent ces projets-là. Le mec, la station d'irrigation à Kampong Cham, c'est forcément un projet du gouvernement, hein. C'est pas un projet de fonds personnels, etc. Mais du coup, c'est comme ça que tu gardes tes salariés aussi, c'est en leur proposant des choses différentes, soit en les montant de compétences, soit en installant une ambiance qui est agréable pour lui, des avantages. Je sais pas, il y a des enfants, il faut mes 2 heures par jour pour aller chercher mon gosse, leur accompagner, truc. Ça rentre dans le cadre, ok. Non, mais ce que tu racontes, de toute façon, moi, ça fait écho chez moi, parce que je pense... quand tu dis, justement, penser à leur gosse, penser à leur environnement et tout, ça... Je trouve que c'est quelque chose que je trouve que certains dirigeants ne mettent pas assez en avant. Tu sais, essayer de faire monter quelqu'un et penser à tout ce qui va vivre dans le cadre de son travail, je trouve que c'est vachement important. Parce que si tu considères en fait ton staff comme juste de la compétence, c'est que tu vas pas penser à son après. En fait, en général, il va pas te le rendre. En fait, c'est pareil. Il va se lasser. Ouais, tout à fait. Ouais, moi j'ai toujours pensé que l'attitude des gens était plus important que l'aptitude qu'ils avaient, tu vois, parce que des gens qui sont très doués, mais tu sais, qui sont un peu personnels, qui travaillent pas trop en équipe et machin. J'ai toujours eu du mal en fait à bosser avec eux, même s'ils faisaient très bien ce qu'ils faisaient. Mais ça me donnait toujours des mal de tête parce que, en fait, avec le reste de l'équipe, ça s'entend pas. Ça marchait pas. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu changé sur ce sujet-là. C'est de regarder un peu moins le skills, mais vraiment, est-ce que la personne, elle est sympa ou est-ce qu'elle t'écoute ou elle a envie d'apprendre, tu vois. Tout à fait. Et puis, je pense que j'ai l'impression que t'es un peu dans cet état d'esprit-là aussi. Complètement, c'est aussi le Cambodge, hein, je pense qu'il nous apprend à agir comme ça. Ouais, c'est vrai ce que je dis. Parce qu'en France, c'est pas du tout la même chose. On n'est pas du tout à regarder la capacité de chacun. Forcément, il y en a qui regardent l'ancienne habilité, etc. Mais en France, on peut tous un peu bien s'entendre. Puis de toute façon, on dit les informaticiens, c'est tous des geeks, donc ils restent dans leur case informatique. Nous, on est la team un peu rigoloque marketing. C'est la team vendeur. De toute façon, on les voit jamais, ils sont toujours sur la route. Non, ici, c'est pas du tout comme ça. Si tu passes pas du temps avec ton équipe, ça commence un peu à être comme ça, dans le sens où comme les gens ils commencent à devenir un peu doués dans ce qu'ils font, il commence à y avoir un peu des castes entre les gens. Mais bon, c'est un peu neuf, hein, mais parce que quand tu prends un panel de gens où ils sont tous à peu près au même niveau, ça va.
Mais quand quand un groupe de personnes commence à monter un peu, c'est humain, mais ça commence un peu à se mépriser. Ça lève un peu les épaules, ça regarde comme ça. Ouais, c'est comme ça, mais bon. Non, Ça reste très humain, je trouve, ici. Il faut... je trouve que ça reste sain. C'est compliqué, hein. En fait, moi, de ce que je vois de mes 10 dernières années, c'est quand tu deviens entrepreneur, que ta boîte grossit, que tu deviens propriétaire, par exemple, je suis propriétaire de mon appartement, c'est là où les emmerdes débarquent. C'est quoi, ces gens, ils viennent gratter ou... Non, à l'inverse, c'est que tu dois gérer tellement de choses. C'est-à-dire que quand tu as ta société, tu te dis, bon, je vais gérer les ventes, les designs des chaussures, je reprends l'exemple de Embo, je vais gérer les ventes, l'image de la marque, les nouveaux designs, l'achat des tissus au marché, parce que comme je fais les designs, j'achète moi-même les tissus. Et puis en fait, tu te dis... faire tout ça dans une journée de 8-9 heures, ça va. Ouais, mais... Sauf qu'en fait, tu as tes staffs à gérer. Tu as tes staffs avec qui tu dois être présent, avec qui tu dois parler, avec qui tu dois passer du temps. Parce qu'il faut installer cette relation. Et en fait, un peu le problème que j'ai aussi. Si tu installes cette relation, c'est pour une chose, c'est pour derrière aussi pouvoir leur dire, vous voyez, là, ça va pas. Et je parle en connaissance de cause parce que je passe du temps avec vous. Et pourquoi ça va pas? Le nombre de fois où j'ai désamorcé des crises entre salariés dans Embo, dans la société. Aujourd'hui, c'est encore tous les mêmes salariés. Ils sont tous là quasiment depuis le début. Ils ont commencé à 2, on est 8 aujourd'hui, mais les 2 du début sont toujours là. Et le nombre de fois où j'ai désamorcé une crise entre 2 employés parce que l'une avait pris le stylo de l'autre. Ah, mais ça commence toujours comme ça. Ou la chaise de l'autre. Et quand tu passes dans l'atelier et que tu sens cette tension, tu vois des petits éclairs là dans la salle et tu sens, tu dis, en fait, qu'est-ce qui se passe? Et t'attends une journée, 2 jours, tu sens que la tension monte. Tu prends toute l'équipe, tu dis, on s'assoit autour de la table et maintenant, vous allez me dire ce qui se passe parce que là, ça va pas continuer comme ça. Et pour un stylo emprunté, ça finit en pleurs 3 jours après au bord de la table en disant, ouais, mais c'est elle qui, ouais, mais elle cherche toujours ça, etc. Et tu dis, mais en fait, on est où? On est dans une cour d'école ou on est dans une société? Et le nombre de choses, et c'est là où j'en suis le plus fier, moi, dans Embo, dans cette société que j'ai montée avec j'ai plus ça aujourd'hui depuis 4-5 ans. La dernière session de crise que j'ai dû faire, c'est il y a 4-5 ans. Et je suis tellement fier qu'aujourd'hui, elle puisse elle-même faire en sorte de comprendre qu'il y a un problème, une tension, et qu'entre elles puissent résoudre cette tension, sans que moi j'ai même à le savoir. Genre, la personne arrive à avaler son ego et se dire bon allez on reparle en fait. On parle, on met le truc un peu à plat, on parle 3 secondes, tout le monde se détend et les Khmers sont pas rancuniers. Donc derrière c'est au bout d'une heure, ah ouais c'est reparti. C'est vrai qu'ils sont pas rancuniers, ouais. Non, c'est pas comme des Français, ça c'est sûr. Il faut un peu les décoincer. Il faut les décoincer. C'est ce que j'ai fait pendant 4 ans. Aujourd'hui j'ai plus besoin de le faire. Et ça, c'est génial, je me suis au moins ça, parce que pour moi, c'est une compétence, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une compétence qui est pour moi aussi grande, parce que c'est une compétence managériale en fait, qui est aussi grande qu'une compétence dans son propre domaine. C'est-à-dire, si tu sais faire ça, tu sais travailler en équipe. Bah, il y a ça, et après... Ouais, je suis bon en design, mais j'ai encore besoin d'apprendre. Mais ça, tu peux apprendre sur le tas assez rapidement. Je veux dire, moi, j'ai appris à travailler avec Illustrator, à travailler avec Photoshop, à travers Embo, et j'ai appris au fur et à mesure du temps. Cette entreprise managériale, tu es obligé de l'apprendre de quelqu'un, tu es obligé d'avoir les bases et qu'on te dise, voilà comment tu fais pour résoudre une situation. Sinon, ça va pas venir tout seul. Tu vas pas dire, ah ouais, en fait, tout vient de la communication, il faudrait que je reparle avec elle. Il faut bouffer son ego, comme tu l'as dit. Et ça demande un effort. Bah, c'est la différence entre les soft skills et les hard skills en fait. C'est ça. Les hard skills, c'est Illustrator, c'est le code, c'est tout ce que tu veux, et les soft skills, c'est relations interpersonnelles. Ouais. Et c'est dur. Hein. Et ça, c'est pour moi aujourd'hui ce qui manque le plus aux Cambodgiens. Quand je dis aux Cambodgiens, attention, hein, Embo, c'est des travailleurs qui viennent à la base de factory, hein, qui n'ont aucune étude, elles n'ont jamais fait d'école. Aujourd'hui, elles se saignent pour payer l'école de leurs gamins. On est sur des salaires qui sont à 300, 350, 400 $ par mois. Hein. Donc on est sur vraiment du Cambodgien qui n'a pas eu du tout, même dans leur famille, l'accès à ces soft skills qui sont du travail de relation. Bah, le soft skills, de toute façon, ça s'apprend dans la vie en fait. Dans la vie. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'école vraiment. Tu sais, c'est. Il n'y a pas d'école, il y a des exemples.
Il y a des exemples, et puis tu sais, enfin, tu vois, moi parfois je fais des réunions, j'explique un peu ce genre de situation. Sauf que quand tu expliques en théorie, c'est une chose, et quand tu parles d'autres gens, machin, mais quand ça s'applique à toi-même, tu sais, t'es un peu là, bon, c'est à moi, faut y aller. Enfin, tu vois, t'as toujours cette peur un peu de. Enfin, c'est de la vraie. De faire les choses, ouais, de faire cette chose-là, ouais. Bah, faire un pas vers l'autre, tu vois. Moi, résoudre. Enfin, ce que tu fais, moi, je le fais aussi. Tu sais, j'attrape les gens et je les force à se parler. Mais c'est plus facile de le faire pour les gens. Quand c'est pour soi, c'est quand même dur parce que nous aussi, on a notre propre ego. Mais tu l'as ressenti, toi, quand de mettre ces gens ensemble. Moi, au début, je travaillais mon discours. Je dis, bon, bah, qu'est-ce que je vais leur dire pour les mettre ensemble, etc. Aujourd'hui, j'en prends une, je prends l'autre, je les mets ensemble. Je dis, allez, tout le monde autour de la table et on commence à discuter. À l'époque, j'étais là, j'écrivais mon petit discours. Comment je vais faire en sorte qu'elles se parlent? Comment je vais faire en sorte qu'il y ait une communication qui passe? Sur quoi je vais pouvoir rebondir? Je vais te donner ma technique, moi, ce que je fais. Donc, j'ai appris aussi. Je prends, en fait, sur les deux, enfin, quand c'est deux personnes, il y a toujours un truc que l'un et l'autre n'arrivent pas à dire très clairement. Tu vois, c'est un reproche, en fait. Ils ont tous un reproche. Et toi, ce que tu fais, en gros, tu vas appuyer sur ce reproche-là. Tout à fait. Tu vas reformuler à chaque fois jusqu'à qu'ils le formulent eux-mêmes. Et après que les deux parties, en fait, reconnaissent que ça, c'est ce point de vue-là et que de ce point de vue-là, c'est normal. Et que les gens finissent par se comprendre et qu'ils disent « Ah oui, d'accord, je savais pas et tout, machin. » Et puis là, ils commencent à parler. Mais ça, je trouve c'est génial ce skill. C'est génial. Tu l'as vécu cette ambiance de cours de récré quand même. Moi j'ai la pression. Hein, au début, les premières fois, j'étais c'est moi qui fais ça là. Toi-même, t'as limite, t'es pas bien quoi. Tu repousses. Bon, allez, je ferai la réunion demain. J'ai pas envie de la faire ce soir. Là. Ça va durer 2 heures. Donc mettre tout le monde au milieu, de les faire parler et tout. Je ferai ça demain matin. Même personnellement, c'est trop émotif comme truc. Parce que t'as besoin même toi-même de t'engager, de montrer que t'es un peu vulnérable, que machin. Et tu peux pas juste dire aux gens parlez-vous. Non, en fait, tu montres que ce qu'il faut faire, c'est. Tu dois pas prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre. En fait, tu le prends, mais à des moments différents. Tu prends parti quand la personne parle, tu prends parti quand l'autre personne parle, et au final, tu essaies de faire en sorte à ce que les gens se rendent compte que leur problème, c'est pas un vrai problème, c'est juste un problème de... Enfin, c'est juste de la communication qui n'a pas été... qui a pas été apportée au maximum, et que les gens, en fait, c'est... Tu sais, c'est quand tu commences à réfléchir tout seul dans ton coin et que tu communiques pas avec les gens, c'est là où tu imagines des choses sur l'autre. Et moi, en vrai, si je devais te résumer ce que je fais dans mon travail, ce qui était le plus dur pour moi, c'est ça. C'était 70% de l'effort. Ouais. Parce que le vrai travail, au final, c'est du travail. Tu vois, tu fais, ça marche, machin. Un humain, tu lui dis un truc... des fois ça va pas marcher, des fois il va avoir des problèmes à la maison, il s'est embrouillé avec sa femme, il a eu des machins et il arrive avec son mal-être et ça se passe pas bien et toi t'es là, faut que tu trouves un truc quoi. Et je crois qu'on en avait déjà parlé d'ailleurs. Mais... Ouais, je pense qu'on en avait déjà parlé, mais effectivement, et du coup moi c'est une telle satisfaction de pouvoir leur apporter ça et de voir qu'elles l'apportent aussi elles-mêmes dans leur foyer, en fait. J'ai vu des situations mari-femme de mes staffs qui se passent mieux depuis qu'elles ont appris aussi à résoudre leurs problèmes. Ouais. En se disant, tiens, en fait, effectivement, la communication fait partie du bien-être dans une cellule, et de reparler, de recommuniquer dans leur famille, dans leur maison, etc., ça leur a apporté aussi un peu plus de sérénité et de pouvoir être un peu plus à l'aise bien chez soi. C'est ce que je leur dis aussi. Je leur dis... Aujourd'hui, vous commencez à y arriver dans le boulot, faites-le chez vous. Parce que si vous êtes mieux chez vous, vous serez mieux au boulot. Si vous êtes mieux au boulot, vous serez mieux chez vous. Donc tout ça, c'est un cercle, il faut que ça aille ensemble. Tu peux pas être malheureuse chez toi, arriver avec le sourire au boulot. C'est impossible. Et tu peux pas arriver chez toi le soir avec le sourire en sortant du boulot si ta journée au boulot était horrible parce que tu as la moitié des staffs qui te font la gueule et que tu parles à personne. Et voilà, donc tout ça, c'est corrélé. Donc, allez-y, faites-le chez vous. Et ça, c'est une de mes plus grandes fiertés de mon équipe, de pouvoir faire ça aujourd'hui et de les voir évoluer dans ce sens-là. Ok, on va faire une petite pause. Cool. Non, mais je vais...
Ok, écoutez, bienvenue sur la partie 2 du podcast. Alors, je sais pas comment ça sera publié, je sais pas si on a remarqué que j'étais absent pendant 40 minutes. J'ai dû m'absenter... 40 minutes? Ouais, je me suis absenté 40 minutes pour un... Oui, j'étais bien avec Sophie, c'était bien. Ah ouais, vous avez l'air bien, ouais, apparemment. Mais donc, me revoilà. Donc, on va pas revenir évidemment sur ce qui s'est dit en mon absence, mais là, j'avais plutôt envie de parler un peu de Seb, toi. Quand est-ce que tu es arrivé au Cambodge? Pourquoi tu as décidé de franchir le pas, finalement de venir? Quelles ont été tes premières impressions? Donc, est-ce que tu pourrais me dire, est-ce que tu es arrivé à te souvenir le moment où tu t'es dit, ouais, il faut que je vienne ici, au moins tenter un petit truc, quoi, au moins vivre. Rien de ton stage de 3 mois, tu vois. Ouais, en fait, ça s'est passé plutôt là. Donc, mon frère habitait ici, pour remettre le contexte un peu en place. Mon frère habitait ici depuis 1 année et demie, peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Donc là, on est en 2007. 2007 ou 2008, j'ai plus bien le truc, mais ouais, on est dans ces eaux-là. Et je viens pour un stage de 3 mois. À cette époque-là, j'étais déjà... Sans être jamais venu. Sans être jamais venu. Oui. Mon frère habitait là, sans être jamais venu. Mon frère, je l'ai vu voyager pas mal, et c'est lui qui m'a donné plutôt cette envie d'expatriation. Quand je suis venu, je venais aussi dans le but de savoir si j'étais adaptable à autre chose que la France, et de me dire... Et t'avais déjà fait un autre pays avant, non? 2008, non. Non, t'avais jamais fait d'autre? Non. Même en Erasmus? Non, c'était pas encore Erasmus. Erasmus, c'était 2010, tu vois, okay. Donc c'était plus tard. Là, vraiment, ces 3 mois de stage, je crois que j'étais entre le lycée et ma première année d'études. D'accord. Donc j'étais... je te dis, j'étais vraiment très jeune. Ouais. J'avais pas encore 20 ans, j'avais 19 ans. J'ai tardé un peu à passer le bac. Oui, ce que j'allais dire, mec, normalement, à cet âge-là, on est à l'Uni. Hein. J'ai eu mon bac à 19 ans, c'est vrai. D'accord. Ok. Et j'étais vraiment entre ces 2 périodes-là. Et du coup, je suis venu rendre visite à mon frère qui venait de monter sa boîte ici de pub. Ouais. Enfin, de pub, c'était un grand mot, c'était de la communication. Il faisait du design. Lui, il vient du monde du design, etc. Ouais. Et à l'époque, c'était petit, sauf qu'il y avait déjà de la demande web à l'étranger. Ouais. Donc, il y avait un ami de famille, Franck, qui bossait ici, qui avait monté les prémices de Khmer Dev, et du coup il avait de la demande pour du design, mais que lui savait pas faire, et il y avait très peu à l'époque d'expertise là-dessus, et du coup c'est le fait que Cédric se soit installé ici. Et du coup je suis venu, moi dans ces 2 premières années d'activité, dresser sa comptabilité et faire en sorte qu'il ait un outil assez simple pour une petite société. Il y avait 3 personnes, donc pour une petite société, mais pour qu'il puisse avoir au moins une vision sur sa comptabilité. Donc je venais de ce milieu-là, de la finance. J'ai fait un bac STG en finance, etc. Donc je suis venu monter ce petit truc-là. Attends, t'es un STG toi? Je pensais que t'étais un ES toi. J'ai pas réussi. Je suis pas allé jusque-là. Bah t'es STG toi aussi? Oui, mais moi à mon époque ça s'appelait STT. STT. Putain, je suis avec deux STT, 2 STG. Bah, les STT c'est censé être les cancres. Ouais, c'est ceux qui sont pas en général, tu vois. Ceux qui sont fait un peu envoyés de partout. Ouais. Et du coup, je suis arrivé ici et on était sur un monde incroyable du Cambodge. C'est-à-dire, je suis sorti de l'avion, il y avait une odeur, et j'ai aujourd'hui du mal à retrouver cette odeur qu'il y avait à l'époque. Je la retrouve parfois un peu dans les marchés, parfois elle est un peu trop puissante, c'était pas tout à fait ça. Mais c'est une odeur quoi? C'est une odeur que tu peux me dire? C'est une odeur du Cambodge. Ouais, c'est l'odeur de la terre un peu, non? La terre chaude un peu. C'est un peu cette odeur de terre. Ouais, mais c'est marrant parce que moi aussi j'ai une Madeleine de Proust odeur que j'avais quand je venais en vacances avec ma famille, une fois par mois, une fois dans l'année, un mois on va dire. Et j'ai effectivement des souvenirs d'odeur que je retrouve plus. C'est quoi ça? C'est vraiment quand tu sors de l'avion. Ouais, tu sors de l'avion, il y a une espèce de truc, t'es chaud là, t'es là. Ouais. Tout à fait. On a plus cette odeur du Cambodge. Bah ouais, vu qu'on vit ici, peut-être qu'on le ressent plus. Ouais. Et puis je me souviens de cette ville mi-bétonnée, mi-terre, justement, il y avait encore de la latérite. Attends, excuse-moi, mais 2007, BKK1, c'était la latérite sur la plupart des transversales. T'avais les grands boulevards qui étaient en béton. Riverside était bétonné, c'est pas de problème. Était goudronné, mais sinon il y avait plein de... Il y avait le pont japonais? Il y avait le pont japonais quand même. Le pont japonais était là. Ouais, on passait. Oui, il doit être vu le pont japonais, ouais. Parlons de Choi Chang-wa à l'époque. Une tour, ouais. Des petites cahutes au bord de la rivière, et dont un Australien qui avait ouvert un petit bar là-bas qui était exceptionnel. Donc, vu le côté coucher de soleil, sur Phnom Penh, magnifique. Ouais. Ça, c'est des bons côtés qu'on a perdus. Le lac. Et le lac. Le lac. Et le lac, tout le monde en parle, mais tous ceux qui l'ont asséché quand, en 2000...
Ils l'ont asséché. 2010 ? Ouais, moi je crois que quand je suis revenu du coup habiter ici, 2013, c'est sûr, il y avait plus de lac. Et quand je suis revenu en visite avec des potes, il était, je crois, déjà plus là. C'est incroyable. En cours d'assèchement en tout cas. Si on avait un lac, enfin, c'est pas comme si j'irais tous les week-ends. C'était fou, je sais pas si vous l'avez vu. J'adore je sais pas ce que je changerais de ma vie dans ma vie. Il était presque à perte de vue le lac en fait. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. Alors que maintenant, pour remettre le contexte, ils l'ont asséché, il y a des grosses routes bien modernes, des buildings bien modernes, il y a des gyms. Il y a des petits boreils dessus. Mais ouais, à l'époque, moi je l'ai jamais vu ce lac. À l'époque, c'était Phnom Penh. Il y avait un lac au milieu, il y avait des routes en latérite, on marchait dans la rue, très peu de voitures. Tu te baladais comment en moto à l'époque On se baladait avec moto Cédric avec sa moto, donc mon frère me baladait en moto quand on sortait, etc. Sinon, du bureau, autre part, je me baladais en tuk-tuk ou à pied. Excuse-moi, mais je peux faire une petite parenthèse sur Cédric. Lui, qu'est-ce qu'il a amené à... Qu'est-ce qu'il a amené ? C'est notre ami de famille, c'est Franck. C'est pas Franck, d'accord. C'est Franck Touit qui est un ami de famille, qui s'est installé ici dans les années 2000, enfin en 2000, et qui a monté sa société. Mon père est venu plusieurs fois lui rendre visite parce qu'ils bossaient encore ensemble sur certains projets, donc projet informatique de Franck. Et du coup, c'est comme ça que, je dirais, la famille a découvert le Cambodge. Et Cédric, dans son tour... il a fait l'Australie pendant à peu près 1 an, il s'est posé à Bali pour bosser un petit peu justement... Il y a 15 ans, Bali, putain. 15 ans, Bali, mon oncle habite là-bas. Ah oui, c'est vrai, mon oncle était déjà là-bas, et du coup il a bossé un petit peu en freelance, pareil pour la France, etc. Donc sur du web design, graphic design. C'est un digital nomade précurseur. C'était un digital nomade déjà à l'époque. Et ensuite il est venu au Cambodge pour ça. En fait il a fait un petit retour en France et il s'est dit oh non, la France c'est pas possible. Et il s'est dit, il s'était installé en Bretagne. Il s'est dit si je peux le faire de Bretagne, je peux faire du Cambodge. Ouais, c'est clair. Et du coup il est venu s'installer ici. Trop marrant. Donc ça c'était son installation. Et puis je garde des souvenirs émus de ces 3 mois. Excuse-moi, mais ces 3 mois t'as traîné avec qui pendant 3 mois ? Enfin c'est qui avec mon frère et ses potes. Mais à part vos potes c'était des locaux ou c'était des... Non. Des jeunes aussi, des Français. C'était des jeunes français, franco-khmers, qu'on connaît toujours aujourd'hui, qui sont toujours ici aujourd'hui, et que je vois encore assez régulièrement. Les vieux loupards de l'époque. Les vieux loupards de l'époque, qui ont un petit peu vieilli aujourd'hui, mais qui sont toujours là. Et du coup, ces gens-là, effectivement, donc le réseau de mon frère, principalement, j'habitais chez mon frère, et je me souviens qu'on se faisait avec émotion, c'était on met un petit peu de budget, mais on va acheter une belle baguette. Alors, c'était comme à la maison à l'époque. Comme à la maison. Il y avait que ça qui vendait du pain. Il y avait que du pain à proprement dit français. T'avais le pain à peu près correct. T'avais le nampang, voilà, mais t'avais pas la baguette. Et du coup, c'était comme à la maison. Donc, on s'achetait un peu de charcutes, un fromage. Ça valait cher à l'époque, non ? Une bouteille de pinard. Ouais, on mettait un peu de budget. Puis on n'avait pas. On gagnait pas des milliers des cents. Moi, j'étais en stage. Cédric, il commençait sa boîte. Et on se regardait un film qu'on achetait en DVD. Ah oui. Au DVD shop à $1. Les trucs craqués qui marchaient 1 fois sur 2, etc. Mais la meuf les changeait, elle disait il a pas marché, tiens, prends celui-là. Et du coup on regardait ça et on se faisait notre soirée comme ça, parfois coupure d'électricité, on arrête tout, on allume les bougies. On habitait mais pas très loin d'ici en fait. De là où on est présentement. Pas très loin d'ici, proche du marché russe. Ah oui, mais à l'époque c'était rien à voir. Parce que là, tu dis marché russe, c'est à peu près développé aujourd'hui. Enfin, c'est même très développé. Autour, tout était en latérite. C'est pour ça que quand tu es venu ici pour tourner le podcast, tu t'es dit putain, ça s'est développé. Il y a développé de la civilisation. D'accord, et en gros, elle ressemblait à quoi ta vie ? Enfin, t'étais très jeune. J'étais jeune, du coup, j'avais 19 ans. On traînait sur le Riverside pour sortir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'était quoi ? C'était. Sortie, c'était. Boîte ça finissait tout le temps au River House. Ça faisait les quelques petits bars à cocktails, ça faisait parfois un peu la rue 104. Donc le métro. Le métro. Dans les hôtels, peut-être, il y avait des bars à cocktails ? Non, ça on n'avait pas les moyens. Il y avait le Moon déjà ou pas ? Il y avait le Moon. Ah ouais ? Il y avait le Moon. Ouais, le Moon, c'était le truc d'avant où on avait tout le temps avant. Ouais. Il y avait le Moon, effectivement, on y allait de temps en temps. Mais c'était vraiment Riverside, The Place to Be. C'était Riverside, oui, d'accord, uniquement. Et puis ça finissait au KTV, au karaoké, tout le temps. Tout le temps. Il y avait moins de bars, il n'y avait pas de Bassac Lane ou des petits bars sympas. Et pas ça. Et puis je te dis, si Puntoon, on y allait régulièrement aussi. C'est marrant ça. Mais c'était,
c'était un cercle où on faisait tout le temps la même chose et on voyait vraiment tout le temps les mêmes gens. Un peu comme on avait entre 2011 et 2015, enfin à l'époque où on sortait plus. Et ça, c'était le côté sympa aussi, tu vois, c'est de se retrouver toujours dans les mêmes endroits, t'as l'impression d'être au bistrot en France, tu connais tout le monde. Tu peux sortir tout seul, tu sais que t'auras au moins un loulou à qui parler. C'est trop bien ça. Et donc ça a fait partie de la découverte, et c'est là où j'ai, ce que je disais tout à l'heure, l'adaptabilité. Je me sens bien, on manque pas de grand chose, ma famille me manque pas, mes potes me manquent pas, je peux passer 3 mois, tu vois, je me suis dit, bon ok, rentrer en France, et du coup ça a confirmé cette envie d'expatriation qui s'est pas basée sur le Cambodge au début je me suis dit, je voulais essayer le Canada parce que en fait quand je suis venu ici au Cambodge la première fois je parlais pas anglais très peu, donc je me débrouillais avec quelques mots d'anglais, etc. Et du coup je parlais toujours pas anglais en revenant. J'ai toujours pas appris l'anglais sur les années qui ont suivi, et du coup je me disais tiens, la province de Québec pour l'expatriation, c'est pas con. Pour apprendre l'anglais c'est pas non plus. Non mais pour parler français du coup. Oui c'est ça. Oui parce que bon il parle totalement français là. Mais il parle très bien anglais aussi. C'est ça. Et du coup je me suis dit pourquoi pas, et en fait un jour Cédric, mais entre deux, donc Cédric m'a appelé, mais entre deux j'ai fait mon Erasmus, et là je me suis mis. Et c'était à coup de pied aux fesses, et je suis parti à Buffalo, qui est dans l'état de New York. Et là, j'ai fait 9 mois. En parlant très peu anglais, quoi. Enfin, en arrivant. En arrivant, parlant très peu anglais, en repartant, du coup, c'était bon, c'était refait. Et donc là, mes perspectives d'expatriation se sont un peu ouvertes, et Cédric m'a appelé un jour pour la reprise du Boost, parce que Cédric était initiateur du Boost avec un manager qui dirigeait le truc. C'est lui qui faisait toute la partie de création du bouquin, comme on disait, web designer, etc. Et du coup, j'ai dit laisse-moi 24 heures pour réfléchir, et le lendemain j'ai rappelé. 24 heures. J'ai dit je suis là dans 3 mois, Ouais, 24 heures, c'est pas beaucoup. Hein. Est-ce que tu avais déjà. Mais c'est quoi qui t'a. Justement, le déclic, tu t'es dit, bah ouais, comme moi, j'étais quand même cool. Bah, c'était cool, ça faisait 3 ans que je bossais à Nantes, où j'ai fait mes armes. J'étais pas là-bas pour le plaisir, mais par contre, je savais que ce que je faisais là-bas était formateur. Donc, c'est là où je fais la différence de. Si tu te plais pas dans ton boulot, le fais pas. Attention, il y a quand même aussi parfois il y a des choses qu'on sait pas faire et on est obligé de se former, de s'auto-former dans un boulot, et du coup parfois c'est bien de prendre un boulot et de faire un boulot parce que tu sais que t'as une lac, t'as un trou dans de compétences dans ce métier-là, et que c'est peut-être une des pièces qui te manque pour toi être un petit peu entrepreneur, autonome, etc. Et du coup j'ai bossé 3 ans, je me suis su à la tâche, et du coup quand Cédric m'a dit ça, je me suis dit bah tiens, c'est peut-être le moment de commencer à prendre mon envol. Et 2013 du coup. Ouais. Mais là je commençais à être avec ma compagne de l'époque. Ouais. Ça faisait une petite année qu'on était ensemble. Alors l'actuelle. Oui, une année. Ouais. Ah ouais, un an, tu dis en fait, je sais pas encore. Elle était à Lille, moi à Nantes, donc c'était le début de notre relation, on se voyait une fois tous les 15 jours, et du coup j'ai d'abord dit à Cédric, à mon frère, j'arrive dans 3 mois, et ensuite j'ai appelé ma compagne et j'ai dit bah voilà, je pars dans 3 mois, tu me suis ou tu me suis pas? Ouais. Bon, au final elle t'a suivi. Elle est venue, elle pensait rester 6 mois maximum, et ça fait. Ah ouais, ça fait 10 ans que vous êtes. Elle avait dit à toute sa famille, bah je pars, je vais essayer, mais je suis là dans 6 mois. Je le ramène, on rentre dans 6 mois. Même pas, même si c'était à 100 mois, elle serait ouais. Et attends, parce que donc là c'est en 2013, mais toi t'étais au Cambodge en 2007-2008, c'est ça? Ouais. Donc entre les deux, il y a un grand. Entre deux, il y a un gros gap, et je suis revenu dans un voyage avec des potes pas longtemps, je suis revenu 15 jours, mais. T'as vu quand même l'évolution de ouf, parce qu'entre. Franchement, tous les ans le Cambodge. Du coup, j'ai vu l'ouverture du bouchon, l'évolution de ouf. Oui. Mais ça en faisait partie en fait. Ouais. D'un coup, plus de bars, plus de routes en latérite dans le centre-ville, et du coup, effectivement, j'avais déjà vu une évolution. Mais l'évolution à l'asiatique, en fait, tout va beaucoup plus vite. Et ça va super vite. Beaucoup plus vite. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est dynamique, t'as envie, en fait. D'un coup, tu te dis, waouh, c'est. Et puis ce petit vent de liberté qui est toujours là. On roule le soir sans casque si on a envie de rouler sans casque. Ou même la journée maintenant. Enfin, à l'époque. À l'époque, la journée aussi, tout était permis. Donc ce petit vent de liberté, plus l'évolution qui s'arrête jamais dans un pays comme le Cambodge, m'a effectivement donné envie. Moi je trouve que ce qui permet ça, c'est qu'on n'est pas beaucoup, justement aussi, comme on le disait tout à l'heure, le fait de ne pas être beaucoup dans un pays, on se marche. J'ai pas l'impression qu'on se marche dessus ici. Contrairement à des grosses villes comme Hong Kong ou Paris, où t'es juste un... C'est un énorme point positif pour moi. Ça, moi c'est un point positif aussi.
C'est une des choses qui fait qu'on s'y sent bien, qui vient contrer quelques points qui pourraient être négatifs, c'est de se dire on est à 5 minutes de tout. Ouais. La mobilité, c'est quand même un super argument. Le fait, comme tu dis, d'être à 5 minutes de tout, prendre sa moto, son tout, peu importe. Génial. Ouais, c'est trop bien. Et puis quand t'es un peu entrepreneur comme toi, le fait de pas avoir de barrière pour réaliser les choses, c'est trop bien. Demain, tu veux lancer un truc, tu le lances demain, quoi. Et tu le testes, ça marche pas au bout de 6 mois, tu calcules tes risques, est-ce que tu mets beaucoup d'argent, est-ce que tu es sûr de retrouver ton argent ou pas, même si le projet rate. Après, c'est une question de temps. Moi, ce que j'ai fait dans le produit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je suis sorti du service pour faire du produit. Le produit, il aura de toute façon toujours une valeur. Alors, est-ce que tu arrives à le vendre en temps et en heure pour faire suffisamment d'argent pour perdurer le projet, ou est-ce que tu te dis ah non, en fait ça marche pas, je vais peut-être l'arrêter, par contre tu as encore ton stock de produits, tu finiras par le vendre et tu vas récupérer tes billes. Donc au final tu jauges ton risque, et est-ce que c'est risqué, c'est pas risqué, mais tenter des choses au Cambodge, pour ça c'est génial. Déjà parce que les coûts sont moins élevés, déjà, ça c'est indéniable. C'est clair. Et surtout, je sais pas, t'as incorporé ta boîte toi-même ou t'es passé par... Est-ce que tu trouves que l'administratif c'est plus facile ici ou pas? Non. Non? Non, c'est pas... si. Alors si c'est plus facile. Tu veux le faire toi-même, c'est pas plus facile. C'est même plus compliqué parce qu'il va falloir que tu parles khmer, que tu passes par les différentes administrations pour demander quel type de société tu dois ouvrir, etc. Donc le faire tout seul, oublie. Mais en fait, t'es pas obligé de le faire tout seul ici. C'est justement ça. Tu vas engager quelqu'un qui va t'épauler là-dedans et en fait qui va tout faire. Et donc c'est beaucoup plus facile. Toi tu donnes ton passeport, ta photocopie de passeport et 2 mois après, t'as ta société, ta patente qui arrive. Tu vas une fois à une banque pour ouvrir un compte en banque et basta, ta société est ouverte. Donc effectivement c'est beaucoup plus facile. Si tu cherches à le faire à la française, à le faire toi-même, c'est beaucoup. Mais pourquoi c'est plus compliqué en France de lancer des... C'est plus long, les délais en fait. Parce qu'en France c'est vraiment obligé d'attendre d'avoir tous les documents pour démarrer, commencer ton activité. C'est surtout qu'il y a plus de monde, donc il y a plus de demandes tout simplement. Okay, ici des boîtes qui s'ouvrent, il n'y en a pas tant que ça par jour. Ça... Et puis tu peux commencer sans être déclaré. Oui, aussi. Moi j'ai jamais monté de boîte ici, mais moi j'ai un autre exemple, c'est dans l'immobilier, dans la location d'appartement par exemple. Ici c'est vite fait, tu vois, ils vérifient, faut voir ta carte d'identité, un mois de dépôt, vas-y c'est bon, viens. C'est clair. J'ai l'impression qu'en France ils demandent 8000 papiers, un garant. Aujourd'hui c'est l'horreur. Ouais, c'est l'horreur. Alors que demain si tu veux un nouvel appart, tu signes dans l'après-midi si tu veux. Mais sinon dans la paperasse khmer, je sais pas, moi j'ai pas eu affaire trop avec ça donc. Non, puis même nous en étant ici salarié ou chef d'entreprise, t'as pas de déclaration personnelle d'impôt à faire. T'as pas à te loguer sur un site en disant mes revenus. Moi j'ai la phobie administrative. Mais c'est marrant parce que tous les ans, ma mère elle m'envoie un message. T'es sûr faut pas déclarer. Non mais t'es sûr faut pas déclarer tes revenus sur le truc français. Je déclare rien en France. Je crois que j'ai pas à déclarer ce que je gagne. Tu gagnes rien en France? Non, que dalle. T'as pas à déclarer. Ouais, oui c'est ça. J'habite ici à l'année. Je vois pas pourquoi. Si t'as des revenus en France, tu déclares. Mais si t'as pas de revenus. Non, j'ai pas de revenus en France. T'es déclaré expat de toute façon. Tu t'es inscrit au registre des... T'es résident au Cambodge. Oui, c'est ça. Oui, donc c'est bon. Ouais, c'est bon, j'ai pas à rentrer. Ouais, donc est-ce que je peux répondre ça à ma mère? Maman, arrête de m'envoyer tous les ans. Est-ce que je mets quelque chose dans ta ligne fiche d'impôt? Putain, ok. Écoute, j'avais aussi des questions par rapport à toi. Tu l'as mentionné, donc tu es venu ici avec ta compagne. C'est comment de s'expatrier en couple? C'est quoi les challenges? Parce que quand t'es tous... moi je suis célibataire, Sophie aussi, tu sais, nous on prend de propres décisions. C'était quoi les challenges quand tu vis en couple? Parce que c'est toi qui as voulu venir. Mais... Alors, déjà il y a une chose qui est marrante, c'est les mecs. Donc les mecs te demandent pourquoi tu viens avec ta femme ici? C'est pas un pays pour venir avec sa femme ici. Ces mecs-là déjà tu dis bon toi mets-toi sur le côté, tu vas pas devenir un pote, tu vois. Parce que les mecs sont fermés. Non mais c'est vrai que c'est considéré comme un pays à femmes. Oui, c'est un pays à femmes. Les mecs sont là-dessus, ils bougent. Mais sinon, les challenges, c'était... Il y en a beaucoup, mais je pense que c'est dans n'importe quel pays. C'est le côté de s'expatrier, c'est qui mène l'expatriation. Ouais, c'est ça. Donc il y en a toujours un des deux dans le couple qui mène l'expatriation, soit parce qu'il y a une mutation, soit parce qu'il y a une création de projet, etc. Et du coup, moi je l'ai eu, il y a ce sentiment de... C'est même l'avant-culpabilité, mais il finit en culpabilité, c'est de se dire
comment je fais pour éviter ce sentiment de culpabilité, de me dire, elle va pas se sentir bien, elle va pas forcément se faire des potes. Donc en fait, tu fais tout pour que l'environnement dans lequel ton compagnon ou ta compagne se trouve, qu'elle se fasse des amis, qu'elle se sente bien, que cette personne évolue dans le pays et qu'elle se dise pas au bout de 6 mois, je veux rentrer parce qu'en fait, je m'emmerde ici, je me suis pas fait de potes, etc. Donc il y a cette première chose, et cette première chose, elle amène sur quoi? Elle amène sur être quasiment tout le temps ensemble, en tout cas au début. Ouais. Tout le temps. Tu vas pas dire je vais avec mes potes du badminton prendre des bières ce soir. Non, parce que sinon ça l'exclut. Sinon dans 6 mois t'as le truc du je veux rentrer, je me fais chier ici. Donc tu fais toujours les choses ensemble. Et il faut que l'environnement marche ensemble, donc il faut que tu trouves des potes, couples, autres, etc. Qui fit avec les deux, quoi. Tout à fait. C'est ce que j'ai relativement trouvé. En fait on a eu de la chance avec ça. Parce que à travers le boost, j'ai tout de suite dû trouver des stagiaires qui, du coup, je suis allé chercher en France, sur la base qu'on connaissait. Donc j'ai fait venir 2 Français qui sont venus tous les 2 en couple. Ouais. Et du coup, c'était les meilleurs potes pendant les 2 premières années. Donc là, c'était le délire. Mais c'est pas ce qui nous a empêché de se rencontrer, tu vois. Donc on s'est rencontrés, etc. Donc on s'est fait un petit peu de potes sur le côté, mais vraiment on sortait à 6 quasiment à chaque fois. Quand on croisait Sob, il me croisait pas moi, il me croisait nous 6. La bande de Seb et Fanny. Ouais, exactement. Et ça, c'était le premier challenge qu'on n'avait pas vu venir en tant que que première expatriation, c'est qu'au bout de 2 ans, les 2 sont partis en même temps. Et là, on s'est retrouvés tout seuls. Et on s'est dit, Sopana, on le croise, mais j'ai jamais vraiment appelé, tu vois, je lui ai jamais dit, viens, on va boire un verre à 2, truc. Et puis en plus, il n'y a pas de gonzesse, donc on va se retrouver à 3, c'est chelou. Et donc, heureusement, il y avait le bouchon. Donc, en fait, on est retourné au bouchon. Et puis après, on s'est recroisés, nous, plusieurs fois. Puis le groupe... ça veut dire que les 2 premières années où tu étais au combat, vous étiez très fusionnel avec... Sabine était très fusionnel. Ouais. Et puis après... Oui, après, c'est vers 2015 qu'on est plus devenu Paul, je crois. Ouais, c'est ça. Et par contre, moi, j'avais quand même un gros réseau avec le Boost. Donc, je connaissais tous les patrons de bars et restos. Donc, même quand on allait dîner ou déjeuner à 2 avec Fanny, il y a le patron qui venait nous voir. Ouais, ça va, etc. Donc, il y avait quand même un réseau qui était installé. Mais... pas un réseau de potes proches en fait. Là, passer à la maison. Moi, il y avait mon frère, etc. Puis après, le réseau s'est refait. Mais on est tombé un peu des nues en se disant ok, donc maintenant, tout ce qui est stagiaire, mec en mission, sympa de les rencontrer au bar. Par contre, je vais pas les inviter à la maison à m'en faire les meilleurs. C'est une baffe de réalisme que tout le monde se prend quand on est expat. C'est de traîner avec des gens qui restent pas assez longtemps. Et puis en fait, quand ils partent. Moi, ça m'est arrivé au bout de 6 mois. J'ai un de mon meilleur pote de l'époque qui est parti pareil. J'étais toujours avec lui, on sortait tout le temps. Quand il est parti, tu sais, je me suis retrouvé comme une merde, quoi. C'est ça. Ça, c'est le genre de truc, ça t'arrive jamais quand tu restes en France, entre guillemets, parce que t'as tes potes, de France. Mais quand t'es expat, il faut vraiment faire attention. Et ouais, donc du coup, après, par rapport au couple, il y a des choses, comme tu disais, il y en a toujours un qui mène, de par son statut, enfin de par son boulot, son business, peu importe, ce qui l'a poussé à choisir ce pays. Au début. Après. C'est pour ça qu'après, il faut vraiment... son réseau. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que c'est un challenge, surtout si toi, t'as vraiment envie de faire quelque chose au Cambodge et que ta compagne a un autre agenda, tu vois, qui est de rester plus proche de sa famille. C'est là où c'est... c'est sûr que quand en plus tu te lances dans un projet entrepreneurial, il faut d'abord parler ensemble, il faut d'abord essayer d'être d'accord. Mais tout est flou, hein, même un projet entrepreneurial, je veux dire, tu peux le monter, il se casse la gueule derrière, t'es sûr de rien. Donc bon, t'y vas, tu fais quand le couple est sain, tu fais les choses naturellement, puis tu vois où ça va. Faut jamais se mettre de limites non plus, quoi. Mais t'as pas eu cette impression de devoir la faire venir pour toi, en fait? Ou est-ce que vous avez vraiment... Parce que ce que je vois, en fait, souvent dans les couples, c'est quand il y a une expatriation, t'as toujours une des 2 personnes qui a l'impression d'un peu de se sacrifier pour l'autre. Et au bout d'un moment, la personne finit par en vouloir à la personne. Tu vois, en fait, ce que je viens de dire, c'est la vision inverse. Ouais. C'est que moi, j'ai essayé de tout faire pour éviter ça. D'accord. Justement. Donc, j'ai mis tout en place pour qu'on soit bien. C'est vraiment, je sais pas comment dire. Je suis arrivé un peu avant, j'avais l'appartement, les places de parking, c'était géré. Ça, j'avais déjà quasiment trouvé un boulot. T'as vraiment... chez Didier, tu vois, j'avais quasiment trouvé un boulot pour la première année. C'est très intelligent de faire ça pour au nom du couple, au nom de ton couple. Et les potes, le réseau, le truc, j'avais fait en sorte que vraiment il n'y ait pas du tout ce côté reproche. Du coup, t'as bien géré justement Par contre, moi, du coup, ça m'a ramené sur ce truc-là en mode
s'il n'y a pas un truc qui se passe demain soir, j'ai l'impression qu'elle va s'emmerder, donc je suis culpabilisé, tu vois, je me dis... Ah ouais, c'est vrai que t'as la charge, tu te sens responsable. Tu te sens responsable. De ouf, ouais. Tu te sens responsable. Mais pendant combien de temps t'as eu ce sentiment de responsabilité? Quand même longtemps, je trouve. Plusieurs années? Ouais, plusieurs années. Sur 10 ans, ouais. Je dirais au moins les 3 premières années, tu te sens responsable de t'occuper de ta compagne ou de ton compagnon, je parle en tant qu'expat général. Je veux dire, je l'ai ramené ici, il faut que ça se passe bien, il faut que... Ouais, franchement, tu l'as super bien fait, quoi. Dès que t'entends ta compagne se plaindre, tu te dis, oula, attends, faut réagir. Parce que la moindre remarque ou le moindre mot, il faut vraiment l'analyser pour pas que ça devienne plus tard, parce que tu l'as pas addressed, que ça devienne un drama. C'est ça. Ah, mais tu l'as plutôt bien fait, puisqu'aujourd'hui... Vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là, ouais. Après, moi, il y avait la problématique, j'ai un ami qui, ça lui arrive, enfin, si j'ai bien compris son histoire, mais qu'ils ont un enfant, et que du coup, la femme, enfin, sa compagne, elle souhaite se rapprocher de la famille en France, parce que, tu vois, quand tu commences à avoir tes propres enfants, je sais pas, les femmes, peut-être elles ont envie de se rapprocher de leurs parents, ou du cocon familial. Ouais, je pense que ça peut être les femmes tout autant que les hommes, tu vois, il y a peut-être un côté un peu plus féminin là-dessus, mais je pense que ça dépend de chacun, comment chacun est proche de sa propre famille de comment on peut faire en sorte. Alors nous, on a 2 enfants aujourd'hui, mais ça fait déjà quoi, 4 ans, je dirais, qu'on part pas moins de 1 mois et demi en France tous les ans. Un bon mois minimum. Ouais, un peu plus. Ouais, quand il y a les accouchements, quand il y a l'accouchement, du coup, pas pour. Ah oui, l'accouchement, ça donne pour 3 mois. Les 2 accouchements sont passés en France, donc 3 mois. Là, on en revient tout pile, on a quasiment passé 4 mois. Mais sinon, c'est minimum en vacances 1 mois et demi pour justement être sûr qu'on puisse profiter de tout le monde, de pas être trop dans le rush en France, etc. Mais ouais, c'est important, il faut trouver la bonne balance. Le Cambodge, effectivement, moi je me souviens déjà dire en 2013 ou 2014, bon allez, dans 5-6 ans il y aura un direct, etc. Bon, il n'est toujours pas là le direct. Il y a eu une tentative de direct, je crois, mais que ça n'a pas trop fonctionné. Mais non, je pense que tout le monde en rêve un peu en tant qu'expatrié d'avoir ce direct pour la France, parce que le voyage est long, surtout avec des enfants. Quand tu fais une escale, c'est relou une escale. Avec les enfants, je te raconte pas. Donc forcément, il y a toujours cette problématique de la distance. Après, on choisit d'être expatrié, mais une expatriation, ça évolue. Est-ce qu'on veut bouger demain? Est-ce qu'on veut pas bouger demain? Est-ce qu'on veut se rapprocher? À ce moment-là, où C'est dingue quand même, t'es arrivé tout jeune, tout frais en 2007. Et 15 ans après, t'as une famille, 2 enfants, des business. Et tu sens comment toi, du coup, aujourd'hui au Cambodge? Après toutes ces années. Je me sens bien, tu vois, là j'avais hâte de rentrer au Cambodge après 3 mois. Parce que tu viens de rentrer, pour mettre le contexte, il y a 10 jours, c'est ça? 2 semaines peut-être? C'est un petit 2 semaines. Un petit 2 semaines, après quasiment 4 mois de France, la France, j'en pouvais plus. En plus, l'été, donc on avait notre grande fille de 2 ans, le nouveau-né, etc. On était baladés de maison en maison, en habitant chez l'un, chez l'autre. Je suis passé chez toi il y a 10 jours et j'ai vu, c'est très intense, d'avoir 2 enfants à la maison. C'est intense d'avoir des enfants. Après, le Cambodge est génial pour ça aussi, c'est que on peut se permettre d'avoir une nanny à la maison qui est là de 8h du matin à 5h le soir. En full time, un vrai boulot, quoi. C'est comme une fille au père en France. C'est ça. Et du coup, ça c'est vraiment génial pour ça. C'est un vrai gros coup de main. Et voilà, ça nous a soulagés quand on est revenu. Et là, je sens qu'on est reposé en fait, on est revenu à la maison. En France, on n'était pas chez nous, on était baladés droite-gauche, et là, on est revenu, on s'est reposé. Les enfants se baladent juste avec un petit short, et tu vois, alors qu'en France, on était on devait leur mettre 3 couches, 4 couches et tout. Donc là, on est content, et c'est cool. Je me suis toujours demandé, parce que c'est pas de mon expérience, parce que j'ai pas d'enfants, mais les parents qui ont des enfants des potes parents que j'avais il y a 5 ans, il y a 10 ans, ils se plaignaient qu'à Phnom Penh, il y avait, tu sais, quand t'as des enfants, tu sais pas quoi faire avec eux le week-end, tu vois, il y a pas assez de lieux où tu peux que ce soit des parcs ou des, tu vois, il y a très peu d'activités à faire pour les enfants. Toujours pas. Mais toujours pas. Si, il y en a, mais c'est très peu. C'est très peu. Et ce qui manque beaucoup, c'est c'est éclaté cet été en France avec les parcs qui sont au coin de la rue, c'est ça. La verdure. T'as 0 parc. T'as très peu de choses à faire, donc ça c'est le côté un petit peu chiant. Après,
T'as très peu de choses à faire, t'as toujours des choses à faire. Je veux dire, il fait bon toute l'année, tu peux aller te baigner dans des piscines toute l'année. Alors après, il faut budgéter. Est-ce que t'as le budget pour te prendre un abonnement dans un club de sport où il y a une piscine sympathique, suffisamment sympathique pour les enfants? Tu vas au resto en brunch le week-end. Tu fais un peu de sortie après, verdure, courir, marcher, faire du vélo. Alors faire du vélo, ça n'existe pas. C'est pas très vélo-friendly. Marcher sur Riverside, des choses comme ça, après c'est un peu moins facile qu'en France, et encore, en France, quand tu fais le parc tous les jours qui est au coin de la rue, au bout de 3 semaines, t'en as marre de ce parc, t'en peux plus, tu veux faire autre chose. Mais il y a quand même plus d'alternatives, ça c'est évident. Cela dit, moi j'ai pas d'expérience avec les enfants, je sais pas trop qu'est-ce qu'il faut faire pour s'occuper d'enfants. On n'avait pas d'enfants, tu vois, tu me demandais ce qu'était devenu Kid City. On n'avait pas d'enfants à l'époque de Kid City, et là je me dis, ça aurait été bien que Kid City soit encore là, quoi. C'était des piscines à boules, la patinoire, l'escalade, tout ça dans un même bâtiment. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a qu'il y a des trucs ça se trouve, ici et là pour sortir ses enfants. Sur les derniers étages des malls, il y a toujours des trucs maintenant. C'est ça. Des piscines. Mais t'es pas très mall, toi, non? Avec les enfants, j'adore passer ma vie dans les malls, moi. Avec les enfants, frais. Ma compagne, moins, mais moi j'aime bien. Les enfants, tu les amènes, et puis justement, ces trucs-là ont une raison aussi, parce que tu peux les déposer. Et toi, tu vas faire tes courses, tu vas boire un café en bas. Au Neuromall, je crois, il y a un truc. Il n'y a pas une sorte de. Tu payes l'entrée, t'as quelqu'un qui garde en fait des enfants. Donc, c'est bien, ça, c'est pour t'en poser dessus. Ok, Et. En parlant d'enfants, parce que Sophie et moi on prépare une petite vidéo, un petit contenu sur lequel on prépare des contenus sur la vie au Cambodge. Et là, il y a une vidéo qu'on va sortir bientôt, je sais pas à l'heure à laquelle à l'heure d'aujourd'hui, là, je sais pas quand est-ce qu'on va la poster, mais c'est la partie budget, c'est pour les enfants. Nous, on sait pas. Je crois que ça coûte cher, notamment l'école au Cambodge, ça coûte extrêmement cher. Ouais, c'est ça coûte. Même pour les Français, la première option, ça va être lycée Descartes, c'est ce qu'il y a de moins cher. Par enfant, sans compter la première inscription, sans compter ces choses-là, mais t'es en moyenne à l'année à 5005. Pour les enfants de bas âge en plus. Ouais. Ah oui, dès les 3-4 ans, quoi. Ouais, parce qu'après, quand ils commencent à devenir collège-lycée, c'est encore beaucoup plus cher, non? À Descartes, ça évolue pas tellement, il me semble, en termes d'âge. Il me semble que ça évolue pas tellement. Dans les autres écoles privées... donc école francophone, Parce que sinon, école internationale privée... Mais Descartes est la moins chère, dans tous les cas, même en anglophone. C'est ça. 5000, c'est ce qu'il y a de moins cher par an, par enfant. Parce qu'il y a des écoles où ça coûte le prix d'un MBA. Ah oui, c'est 15-20 000 l'année, 30 000. Ouais, donc c'est extrêmement cher. Ouais. Donc les enfants, c'est extrêmement cher. Ouais. Pour moi, c'est pas faisable. On a vu un couple qui est venu, lui, kiné, elle dans le marketing, donc on parlait un petit peu du marketing, où du coup elle a galéré à trouver un boulot mi-temps par-ci, un autre boulot mi-temps par-là, des missions de 6 mois, et au final c'est ce qui a fait qu'ils sont partis. Ils sont partis Ils sont partis quand? Ils sont partis il y a 8 mois déjà. Ah déjà, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler. Ça fait longtemps qu'ils sont partis. Parce qu'ils ne s'y retrouvaient pas financièrement avec 3 enfants, au lycée Descartes, à 15 000 par an pour les 3 gamins. Tu te dis c'est pas possible, je sais pas si tu réalises 15 000, tu vois, c'est déjà... Derrière, tu as une location d'appartement minimum 3 chambres, normalement plutôt 4, tu vois, déjà 3 chambres, tu es en train de dormir avec un de tes gamins, donc tu es à 4 chambres, une location d'un 4 chambres ici, dans un truc confortable, un petit peu condo quand même, tu vois. Ouais, ça monte très vite. Très vite. Donc à un moment c'est très dur de s'expatrier en famille, de créer une famille ici c'est déjà un petit peu plus acceptable, parce que tu as budgété, tu sais où tu vas, etc. Mais encore nous on a de la chance avec ma compagne parce qu'elle est professeure des écoles dans une école et donc on a une grosse discount. Ouais, c'est ça, Mais parce que sinon on pourrait pas, de toute façon 5 000 par enfant, 10 000 par an, rien que pour les enfants. Enfin, si on pourrait, mais du coup on rentre plus en France. On fait plus de vacances, on passe notre vie ici, à un moment notre expatriation elle s'arrête vite, quoi. Mais après sinon t'as les vrais packages expat, c'est les vrais... c'est ceux-là. Ouais, là tu peux te permettre. Là t'as l'appart payé, t'as la maison payée, t'as l'école payée pour les enfants, t'as le chauffeur, le jardinier. Il y en a de moins en moins des postes comme ça. C'est moins en... ça coûte extrêmement cher aux entreprises. Extrêmement cher aux entreprises, et puis la qualification locale commence à être opérationnelle aussi. Ouais, c'est ça. Donc moi je peux donner un exemple, dans la boîte dans laquelle je bossais, je bosse officiellement jusqu'à dans 3 jours, c'est une boîte c'est une boîte dans le pétrole de l'énergie française. Il n'y avait qu'une personne qui avait le statut expat avec tous les avantages qu'il y avait avec. Tout le reste, même moi j'étais en statut local. J'avais des bonnes
un bon salaire et compagnie, mais j'avais pas tout le package d'expat, etc. Donc ouais, ça coûte la blindasse d'envoyer. C'est fini, ça. Parce que attends, donc la seule personne qui a ce package, évidemment, c'est la personne la plus haute dans la hiérarchie, donc le managing director. Et ouais, c'est villa, chauffeur, les enfants vont aller à l'ISPP. Par contre, là, c'est limité. Ouais. C'est un enfant à l'ISPP, donc école privée, c'est quoi? C'est au moins 20 000 l'année. 20 000 l'année, ouais, ISPP. Donc voilà, c'était 2-3 enfants, voilà, mais c'est tout payé par là. Mais ça, c'est des vrais packages expat que, ouais, c'est de plus en plus rare. Je pense que ça coûte vraiment cher aux entreprises. Quoi, Ça coûte cher et surtout, ils en ont plus vraiment besoin. Ouais, parce que de payer des gens aussi cher pour ça. Parce que franchement, dans mon employeur actuel, ouais, il y a des locaux qui font très bien le taf. Tu vois, t'as pas besoin de. C'est très bien, voire mieux. Oui, c'est ça, voire mieux. Ce qu'on disait tout à l'heure, où les boîtes ont du coup, en faisant des économies, les moyens d'embaucher s'il faut 2 ou 3 locaux qualifiés pour répartir le boulot s'il y a besoin. Ouais, c'est ça. Mais ils ont le pognon, c'est-à-dire qu'ils en font même des économies, tu vois. Mais moi, je trouve que c'est bien que les boîtes elles essaient de recruter un peu plus localement. Parce qu'aujourd'hui, il y a du talent, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a 20 ans, entre guillemets, t'arrivais avec un vieux diplôme, tu pouvais être CEO de je sais pas quoi. Ouais. Aujourd'hui, cette époque, c'est fini. Tu vois. Non, c'est super pour le pays. Ouais. C'est ce qu'on disait, ça évolue dans le bon sens. Ouais. Pour moi, c'est super parce que le marché local, la main-d'œuvre locale, les compétences sont là et le marché va dans le bon sens. Ah, mais c'est bien qu'ils prennent un peu confiance dans leurs propres compétences, tu vois. Tu sais, dans le passé, on en parlait avant, c'est juste, ils se disent, ouais, c'est un Khmer, il va pas vraiment faire le taf, alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, quoi. Ouais, c'est beaucoup moins le cas. Ouais. D'ailleurs, je me demande si c'est aujourd'hui, si c'est aussi facile que, enfin, je pense que c'est une partie de la réponse, mais pardon. Trouver un taf en tant que, tu vois, moi, quand je suis arrivé, j'étais jeune diplômé école d'ingénieur. Je suis arrivé en 2011. Ouais, 2011. C'était encore l'époque où c'était facile de trouver un emploi, tu vois. Aujourd'hui, à profil équivalent, donc comme moi, qui arrive en 2023, je sais pas si c'est aussi facile de trouver un taf bien payé, tu vois. En tant que jeune ingénieur, fraîchement diplômé, sans expérience, à mon avis, ils vont dire, mec, tu vas me coûter tant, moi je prends avec ton budget, moi je prends 3 Khmer. Jeune ingénieur, ouais, c'est pas faux. Pour moi, pour le coup, le métier d'ingénierie, sur de l'éducation à l'étranger, ça peut être un Khmer, mais sur de l'éducation à l'étranger a encore une valeur. Ouais. Pour moi, c'est sur le service. Le service, ouais, sur le service, ouais. Okay, foutu. Ça sert plus à rien d'espérer venir ici et de faire même 1000 balles. Ouais. Parce que aujourd'hui. Parce qu'il y a les compétences en local. Bah c'est un bon. Enfin, moi, je trouve que c'est un bon signe, c'est bien. Bien sûr. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, Seb, comment tu trouves que le Cambodge a changé depuis, enfin, dans les grandes lignes, comment tu te sens par rapport à comment tu te sentais quand tu es arrivé et aujourd'hui? Comment ça a changé? C'est évolué, ça a grossi, je trouve que ça devient du sérieux en fait. Il se passe même des événements qu'on n'imagine pas et qu'on n'aurait pas imaginé il y a 10 ans. Des SEA Games par exemple? Bah ouais, des SEA Games qui sont passés là cette année. C'était incroyable quoi. Donc ça c'est des bonnes choses. Après il évolue. C'est le Cambodge, donc sur des hauts et des bas, tu vois. On va prendre l'exemple de Sihanoukville. J'y pense. À chaque fois, je pense à Sihanoukville, ouais. Bah forcément, parce que Sihanoukville a été lâché aux investissements chinois principalement. La ville s'est fait racheter par des investissements chinois. Ils ont monté des buildings, ils ont bouffé la montagne, ils ont créé des autoroutes, etc. Ce qui était honnêtement, moi, ce que j'ai eu comme retour, je suis pas allé visiter la ville. Je suis passé devant 2 fois quand c'était moitié terminé, mais c'était impressionnant. Tu dis, ils ont quand même créé un gros truc. En si peu de temps. Un énorme truc, quoi. Ouais. Et des trucs pas trop mal faits. Je veux dire, les routes, les lampadaires, les trucs. Les routes, les lampadaires étaient nickel. Franchement, c'est impressionnant. Après, t'avais un bâtiment sur 2 qui était encore en construction. Voire abandonné. En démolition. Donc ça, c'était pas ouf. Et après, est-ce que c'était une manip volontaire du gouvernement ou pas? Je sais pas, mais du coup, au bout de quelques années, le gouvernement est intervenu, a dit non, il y a trop de casinos, maintenant vous dégagez. Et ils ont repris la ville et ils ont fait du coup travailler, ils ont laissé les Chinois injecter du pognon à Sihanoukville. Par contre, ils ont dégagé les Khmers de la ville, et puis après, ils ont repris la ville, et puis ils ont dit bon, bah voilà, on a pris un peu le pognon, on a une ville un peu dégueulasse, un peu truc, et voilà. Moi, je suis pas retourné depuis longtemps, je me demande s'il y a toujours des bâtiments abandonnés, ou si. Et encore, il y en a toujours. Mais beaucoup, genre, toi, de manière éparse, un par-ci, un par-là. Il y en a. Ouais.
Mais franchement, c'est impressionnant. Je dis pas que c'est pas mal, mais c'est vrai qu'avant, nous, c'est le Cambodge d'avant, c'était mieux avant. Il y avait des petites cahutes en bambou au 13 Beach. Après, c'est toujours la même chose, c'est que ça a profité à ceux qui avaient le terrain, donc à ceux qui étaient déjà un peu middle class ou autre, et puis les petits mecs qui vivaient sur place parce qu'ils travaillaient sur place et qui louaient, alors eux, ils se sont fait dégager Manu Militari. Et par contre, les autres se sont fait des couilles en or parce que le prix du terrain a fait x10 en 5 mois. Quoi. Ouais, on va voir plus, mais voire x100. Et t'as des Khmers qui. Parfois, c'est des Khmers qui avaient un terrain de famille, tu vois, donc ils en ont profité, tant mieux opportunité. Mais t'en as d'autres qui ont fait du business sur le dos des gens parce que ils avaient l'information en amont, du coup, ils ont acheté des terrains un an avant. Je profite pour faire une petite digression qu'on avait mentionnée avec Sovis. Et aujourd'hui, au Cambodge, tu sais, faire un gros coup avec un terrain, c'est ce que tous les Khmers rêvent de faire. Mais après, tu sais, il y a tellement de Khmers qui se sont fait du pognon en vendant des terrains. Mais après, tu sais, c'est des nouveaux riches. Enfin, je les blâme pas. Enfin, voilà, ils ont de la chance, tant mieux. Enfin, ils ont quand même pris des risques. Enfin, il fallait prendre un risque quand même d'investir. Ils ont fait des millions, mais après, qu'est-ce qu'ils en font de ces millions ? Ils réinvestissent en terre, donc en fait, ils alimentent la bulle. Ils alimentent la bulle. Ouais, tout à fait. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de création de valeur. Il y a zéro création de valeur. Et ils me font rire parce qu'ils s'appellent businessman. Ouais, c'est ça. Alors qu'ils ont juste touché la chatte. I'm a businessman. Après, en soi. Tu fais de l'achat-revente de terrain. Après, tu sais, tu prends les gens qui gagnent de l'argent en bourse, c'est pareil. Enfin, ouais, c'est la spéculation. La spéculation, c'est. Ouais, tu peux vraiment tout perdre. Là, au moins, t'as un terrain quand même. T'as du tangible, quoi. T'as un terrain, tu peux construire une baraque dessus. Si demain il t'arrive quelque chose, tu peux te mettre un toit sur la tête. Ou tu peux faire de l'agriculture. Ou tu peux planter des arbres. Là, ton action, elle vaut plus rien, tu fais la poubelle, quoi. C'est vraiment du fake. Mais eux se disent businessman, et là ça me fait doucement rire. Après, attention, il y a des gros businessmen qui créent beaucoup de valeur. Qui créent beaucoup de valeur. Mais ceux-là, ils me font bien rire. Et pour le coup, c'est ceux-là qui roulent en Bentley, etc. quoi. Mais c'est vrai que... Ou alors, ils ouvrent des cafés, quoi. Ouais, mais là, il y a une histoire un peu entrepreneuriale. Alors, il y a beaucoup trop de cafés en ville. Ce qui est fou, c'est ceux qui essayent du coup, mais là, tout à leur honneur d'essayer, parce qu'ils se disent, ils sont couverts, ils ont des terrains derrière, mais parfois, il y a un pognon qui est mis dans l'ouverture de cafés, de petits bistrots. Parfois, ils ouvrent à peine 3 mois. Parce qu'ils essayent de s'approprier en fait une part de marché qui est déjà petite. Genre, t'as plein de gens autour qui veulent prendre ce petit truc-là et ça marche pas. Il n'y a pas de concept particulier, il n'y a rien. Ils ont mis 25 000 dans la déco du shop et puis 3 mois après, ils ferment. Bah, même juste en bas, là, il y a un café qui a ouvert il y a genre 1 mois. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Parce que la population, elle est à tout le Tumpong, ça reste la même. Les bébés, ça grossit pas. On est d'accord qu'il y a beaucoup trop de café. Par contre, moi, je suis content quand je veux un café, je suis sûr de marcher 50 mètres, il y en a un. Et quelqu'un m'a dit récemment, alors j'ai pas du tout checké cette news, mais que le gouvernement cambodgien veut faire de Sihanoukville une Silicon Valley, genre où ce serait pas mal. Oui, ça serait pas mal, non, mais ça c'est pas mal. Mais tu vois, je sais pas, créer un peu, enfin tous les millions qui sont en vendant des terrains, qui créent un peu de valeur. Faudrait qu'ils créent plus de savoir en fait. Tu vois, le problème aujourd'hui, c'est pas les matières premières, c'est vraiment la matière grise. C'est faut mettre en tête aux gens d'ici qui peuvent créer de la valeur à partir de rien. Ouais. Et pas juste recopier les modèles existants, tu vois. C'est comme achat, revente terrain, achat. Moi, je serais pas contre faire un gros coup avec un terrain. Bah, c'est clair. C'est facile de critiquer quand on l'a pas fait. Hein, mais Non, mais moi, je critique pas parce que franchement, acheter une rizière en 2003, je sais pas quoi, foutre un enclos et faire confiance enfin, tu vois, fallait quand même prendre un risque. Aujourd'hui, en 2023, c'est facile de dire j'aurais dû acheter ça à Sihanoukville. Ouais, mais à l'époque, tu vois, l'acheter, franchement, fallait quand même. Oser le faire aussi. Non, fallait oser, bien sûr. Fallait oser mettre une partie de son patrimoine dans l'achat de terrain, mais tout dépend combien tu avais de patrimoine à l'époque. Si tu es cambodgien aussi, ou pas, tu vois, parce que c'est pas la même histoire non plus. Hein. Les étrangers n'ont pas le droit de détenir de terrain ici en nom propre. Ouais, c'est vrai. Mais il y en a qui l'ont fait, tu sais, il y en a qui sont juste acheté cette parcelle pour se mettre une petite cahute et se faire une maison de vacances, hein, et puis elle a fini par faire x100 en valeur. Moi j'avais fait un peu ça, on avait acheté le terrain à Campote pour faire un petit projet, finalement on n'a rien fait, puis le terrain a fait fois je sais pas combien. Bon, c'est une petite somme, hein, c'est quand même pas mal. On va aller vers la conclusion. Est-ce que tu peux nous dire, toi, qu'est-ce qui te manque de la France après tant d'années même si tu rentres en France tous les ans, qu'est-ce que dans la vie de tous les jours te manque de la France? Qu'est-ce qui me manque dans la France, dans la vie de tous les jours?
les trucs bateaux, c'est de dire, effectivement, de voir un peu plus faciement ma famille, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est les trucs bateaux, d'avoir les potes autour, etc. Mais sinon, ce qui me manque de la vie en France, c'est difficile à dire. Sous l'œil de père de famille aujourd'hui, ce serait un petit peu plus d'activité pour les enfants. Ouais, c'est un bon point. Du coup, avoir ça, c'est un œil utopique, c'est de se dire avoir un peu moins de chaleur, mais on peut pas avoir un pays parfait, tu vois. Ou alors, je pose la question différemment. Quand tu es en France, est-ce que tu te dis pas putain, c'est quand même, il y a quand même des choses qui sont mieux qu'au Cambodge et qui sont mieux? Eh ben en fait non. Ouais. Non, du tout. J'adore la France, j'adore y aller en fait en tant que visiteur. En vacances, c'est génial. D'en parler la langue, d'y aller en tant que visiteur, de découvrir des coins nouveaux du pays beau, chaque France, année, etc. C'est magnifique. Ouais. Par contre, je suis content de ne pas y travailler, de ne pas être dans l'ambiance des travailleurs qui, je les vois rentrer après les vacances, qui sont ça y est, c'est l'automne, oh putain, l'hiver arrive, etc. Tu les vois doucement descendre la pente de la déprime de l'hiver jusqu'en décembre. Non, tout ça, ça ne me manque absolument pas. Et je pense que ce côté d'aimer tellement la France en tant que visiteur fera que je resterai encore un bon moment expatrié, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, c'était ma prochaine question. Toi, je connais la réponse, je sais pas si tu veux le détailler, mais tu sais quoi ta feuille de route d'expatriation justement? Feuille de route d'expatriation. Alors il y a un truc qui est sûr, c'est que avec les enfants, c'est un gros paramètre à prendre en compte. Ouais, c'est une grosse étape et du coup, tu as un peu plus de timeline à mettre en place. T'es plus toi et ta moitié à deux en ayant à peu près le même âge et en se disant tiens, on n'est pas obligé de regarder l'horloge. Là, tu te dis bon, ils ont cet âge-là aujourd'hui. Où est-ce que je veux qu'ils soient à un certain âge? Pour moi, il y a un âge qui est à peu près critique, auquel je veux faire attention, c'est 14 ans, 13, 14, 15 ans, où tu vas commencer à te faire vraiment tes relations amicales quasiment à vie. Donc pour moi, il va falloir trouver un spot où on va s'attacher pendant au moins les 10 années d'après. 14 ans, 24 ans pour eux, un peu moins, c'est-à-dire qu'ils peuvent toujours rester sur place et nous on peut repartir quand ils ont 18 ans, etc. Mais en tout cas les mettre à partir de 12, 13, 14 ans sur quelque chose où on ne va pas bouger dans les 3 années à venir. Où ils vont pouvoir se faire leur relation. Ouais, parce qu'après il y a aussi le choix de l'école, parce que tu dis 14 ans, mais à 18-20, il faut qu'ils aillent en supérieur. Il faut qu'ils soient un peu dans le même coin, quoi. Ouais, c'est ça, faut que ce soit un peu dans le même. Ils puissent décider de rester un peu dans le même coin ou d'aller dans un autre coin, mais de rester un peu dans le même pays sûrement. Est-ce que ce sera la France? Est-ce que ce sera un autre pays? Ce sera pas ici, parce qu'il n'y a pas d'études supérieures ici. Donc à un moment, aux 13-14 ans, c'est là où ça va être notre limite de toute façon à pas dépasser. Dans 10 ans, quand tes enfants auront 14-15 ans, dans 15 ans plutôt. Non, on sait pas, il y a peut-être une petite branche d'HEC. Je sais pas, mais je pense pas. Mais non, du coup, c'est sûr que l'âge de 13-14 ans, ce sera impossible d'être ici. Parce qu'on sera dans un pays où on veut qu'il y ait une continuité pour eux. Et de toute façon, je veux aussi qu'ils puissent vivre un peu ce que j'ai, ce qu'on a peut-être vécu. Enfin, moi, c'était partir voir les potes en vélo, faire les conneries dans des parcs et tout. Tu vois, Canada par exemple, tu vois. Il faut aller là-bas après. Mais la France, je veux pas leur priver de tout ça, quoi. Au Cambodge, je pense pas que tu puisses. Si, dans les Boreilles, je pense, tu peux faire un peu ça. Il y a un peu ce délire là. Ça délimite, quoi. J'ai vu les enfants d'expat ici, ils sont là, ils sont en tuk-tuk, ils se retrouvent au Kiwi Mart ou au Smile Mini Mart en train de boire un coca comme ça. Non, mais c'est vrai que nous, on a connu de la diversité déjà dans les peuples, parce que ici, c'est que des Asiatiques déjà. Rien que ça, déjà, en fait, ça t'ouvre un peu plus l'esprit de voir des horizons différents. Ça t'apprend à ne pas avoir peur déjà des ethnies. C'est comme ça que les gens sont racistes, finalement. C'est qu'ils connaissent pas les... ils restent entre eux et puis ils regardent la téloche et puis ils ont l'impression que les méchants sont les... je ne mentionnerai pas, mais... Tu t'enfonces. Du coup, ta feuille de route. Du coup, feuille de route, c'est celle-là, c'est surtout celle-ci, quoi. C'est par rapport aux enfants. C'est marrant, c'est intéressant, c'est vraiment prendre en compte. Quand tu deviens père de famille, tu te dis, il y a des responsabilités d'un coup. Mais toi, tu es obligé de te dresser ta feuille de route. Mais aussi, toi, vu que tu es entrepreneur, entre guillemets, tu es flexible, mais ça te fait prendre des risques. Ouais, ça fait prendre des risques. Après, tu peux toujours diriger une boîte même d'un peu plus loin. Il suffit de revenir. Il y a toujours des solutions. Tu peux revendre une boîte aussi. Tu peux dupliquer un concept.
Tu peux toujours faire des choses, mais après voilà, il faut pas travailler avec la pression, faut pas réfléchir avec la pression, il faut être clair dans son planning. Et après, laisser venir aussi les choses, les opportunités. On ne sait jamais ce qui peut se passer. En Asie, ça peut aller tellement vite. C'est clair, ouais. S'ils font ce hub à Sihanoukville, peut-être qu'il y a un truc qui peut se passer. Peut-être. Alors, information à prendre avec des pincettes. C'est un mec qui m'a dit ça, que je connais pas trop. Ouais, mais moi je m'attache aux espoirs. Ouais, moi aussi, j'ai vraiment l'espoir. Ok, et du coup, j'ai envie de te poser une question qui sera un peu la conclusion, mais dans la continuité de ce que je viens de tout ce dont on vient de discuter. Toi, tu donnerais quoi comme conseil à, je sais pas, des Français qui veulent venir s'expatrier au Cambodge, des entrepreneurs ou des pères des couples, enfin à peu près ton profil, qui souhaiteraient venir au Cambodge? Mon profil, je déconseille pour des expatriés, pour leur première expatriation, s'installer au Cambodge, je déconseille avec 2 enfants et tout. Ah oui, ton profil actuel. Actuel, sauf si c'est, comme on disait, un full package. Donc c'est pour des raisons financières, tu penses que c'est... Ouais, parce que tu vas t'enfoncer, tu vas mettre beaucoup d'argent à déménager. Ouais. Tu as 2 enfants, hein. Ouais. Donc tu vas déménager, tu vas payer les écoles avant d'arriver, tu vas trouver un appartement, payer les cautions, les trucs. Enfin, ta première année, outre tes dépenses journalières, tu vas mettre 15 000, avec 2 enfants, tu vas mettre 15-20 000 sur la table juste pour déménager, quoi. Les billets d'avion, les trucs, etc. Ouais, ça va, putain, avant de pouvoir savoir si tu vas pouvoir faire, si tu vas pouvoir make your living here, si tu vas pouvoir faire assez d'argent pour vivre ici, quoi. Enfin, il y en a qui vivent leur expatriation avant d'avoir une famille parce que c'est quand même beaucoup plus simple. Normalement, c'est un peu la base. Ouais. Après, t'es franco-khmer, t'as des origines ici, tu parles un peu le khmer ou t'auras de la facilité à l'apprendre, t'as fait tes études en France, viens ici, quoi. Ouais. Viens ici, je veux dire, c'est fait pour toi, quoi. T'as les compétences de l'étranger, t'as vécu à l'étranger, donc t'as ces côtés, ce qu'on disait un petit peu, c'est par la vie que ça s'apprend, c'est les soft skills, tu vois. Ouais. Donc tu les as vécus en France, on t'a appris à travailler là-dessus. Tu viens ici, enfin je veux dire, tu as tout à gagner, quoi. Tu peux tout faire ici. Tu parles la langue, etc. C'est fait pour toi. Et derrière, tu es un jeune expatrié, t'as pas trop de limites, tu vis avec pas grand-chose. Et ben viens, tu vas t'éclater quelques années, tu vas voir si c'est fait pour toi ou pas, quoi. Ok, et dernière sous-question, c'est un entrepreneur dans la restauration, par exemple, qui voudrait se lancer au Cambodge. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil, vu que, bon, comme on disait dans le... je dirais, viens tester d'abord. Ouais. T'as un peu d'argent de côté, n'importe quel lieu, enfin, pas n'importe quel lieu, mais beaucoup de lieux vont t'accueillir pour que tu prennes un peu les choses en main, le milieu du food and beverage ici. Moi, je sais que c'est un truc qu'on ferait avec plaisir d'un mec qui aurait comme projet de s'installer ici. Si en plus il nous donne un coup de main quasi gratos, Bertrand le prendrait un peu sous son aile, lui montrerait un peu comment ça se passe ici. Je dirais de ne pas ouvrir son propre lieu tout de suite, de venir d'abord travailler un petit peu, de te tester un peu le terrain. Déjà parce qu'il y a des produits qu'on ne trouve pas forcément ici, il y a des cuisines qui ne marchent pas forcément ici, il y a un marché qui est quand même assez tendu. Donc ça sert à rien d'arriver avec toutes ces billes pour tout mettre ici et ouvrir un restaurant. Ouais, sans avoir, par contre, viens bosser, viens essayer, ça te plaît, regarde un peu, et puis comme on disait, c'est facile d'essayer, quoi. Je sais pas, est-ce qu'aujourd'hui le Cambodge c'est aussi attractif? Moi, à l'époque, il y a 12 ans, quand je suis venu, j'étais plus jeune, j'avais l'envie de sortir de la nightlife, je connaissais au Cambodge, donc moi c'est vraiment un pays qui m'attirait. Je sais pas si aujourd'hui le Cambodge est toujours un pays, tu vois, attractif pour, sauf pour les, pour les gens de notre âge, tu vois, est-ce que c'est... parce que comme on disait aussi, la compétence locale monte, est-ce que c'est facile de trouver... Si, je pense que si, hein, ça reste quand même... Après, attractif, à quel niveau? C'est-à-dire que si t'es jeune, t'as envie de te dire aussi, c'est un pied en Asie, ça amène au voyage, c'est des choses comme ça qui sont attrayantes aussi. Si c'est pour remplir son bagage d'expertise, non, ça vaut pas le coup. Ouais. Ça vaut pas forcément le coup. C'est moins l'effet de l'époque où on disait ici, quand tu viens de ce milieu-là, en France, t'étais N-3, et ici, t'es tout de suite N+2, tu vois. Alors que t'as 23 ans et que on parle pas forcément du salaire, mais on parle du niveau de responsabilité. Oui, tu montais, tu gagnais en échelon. Je l'entends plus, ça, moi. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, avec les compétences locales, voire régionales, tu sais, ce qu'on appelle les semi-expats,
T'arrives, t'es dans ta compétence, quoi. Ouais, c'est ça. Tu viens pas ici et d'un coup on te monte en directeur de la branche. Ouais, c'est clair. Il y a 15 ans, t'avais des mecs. Ouais, je suis ça. T'avais 22 ans, t'étais directeur. 22 ans, t'es CEO. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est ça. Ouais. Ça, je l'entends plus jamais aujourd'hui, c'est fini ça. Après, je dis ça parce que moi, je sors plus trop avec les jeunes, je vois pas qui. Enfin, tu sais, les gens qui ont le profil que j'avais quand je suis arrivé au Cambodge, je les fréquente plus trop, donc je sais pas s'il y en a beaucoup aujourd'hui. Liang, il disait qu'il y avait moins de Français, il disait, quand on l'a. Enfin, tu vois, je sais pas s'il y a moins d'expats ou. Surtout après le Covid. Il y a eu le Covid, non ça. Pendant le Covid, moi j'ai plein de potes qui sont partis, mais je sais pas si ça s'est rempli d'expats le Cambodge. Pas autant qu'ils soient partis, non. Ouais. Je pense pas, en tout cas je le vois pas. Ouais. Ok, bah écoute, c'était un peu la question de la fin. Je crois qu'on a fait, une longue partie, on n'était pas censé faire autant. Moi, tu vois, j'ai une famille. Ouais, et en plus, t'as 3 personnes qui t'attendent à la maison. Ok, bah écoute, merci d'être venu, Seb, c'était un véritable plaisir. C'était trop bien, les mecs. C'était le 2e épisode avec un invité, donc là on est à l'épisode 8. Désormais, je regarde la caméra, désormais nos épisodes auront très régulièrement, pour la plupart du temps, des invités. Donc si vous êtes restés jusqu'à là, merci beaucoup. Est-ce qu'on a un mot de la fin à proposer ? En fait, on dit un mot pour que voir si les gens qui écoutent jusqu'à la fin, ils le mettent en commentaire, ça permet de voir. Ça marche pas trop, bon, les gens regardent pas jusqu'à la fin en général. Bon, on a qu'à mettre espadrille. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de commenter, ça nous aidera beaucoup pour le référencement. Et on se revoit. Si tu as envie qu'on mette des liens à toi sur la description, ceux qui veulent te suivre, etc. Allez-y, bien sûr. On mettra les pages de Seb, du Bouchon et de Hambo. C'est clair. Hambo, perso, ce que tu veux, on mettra dessus. Pas de problème. Puis réinvitez-moi. Hein. Ouais. Merci d'être venu, Seb, et puis à la prochaine.